à toutes et à tous pour votre présence ce soir, pour ce forum des auteurs qu'on a voulu consacrer effectivement à la question de la révolution digitale et son effet sur la finance de marché. Le fait est, quand on parle de révolution digitale et des métiers de la finance, c'est pas spontanément qu'on pense aux effets sur la finance de marché. On pense plus naturellement, plus immédiatement peut-être, aux effets d'abord sur les métiers de banque de réseau, dont les modèles, c'est vrai, sont, et déjà depuis plusieurs années, bouleversés par l'irruption de la digitalisation, de la dématérialisation, avec des effets visibles, y compris dans l'adaptation des réseaux physiques. On pense souvent également à l'irruption des cryptocurrencies, avec toutes les interrogations d'ailleurs que ces crypto-monnaies peuvent susciter. À cet égard, je vous renvoie à une lecture utile et à certains égards un peu déconcertante, seul du chapitre qui leur est dédié dans le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux, puisque la BRI note que, outre les risques sur la stabilité, outre les questions sur la capacité des crypto-monnaies à changer d'échelle, et voir les questions sur leur fiabilité, la consommation électrique liée à l'extraction des bitcoins équivaut à celle d'une économie comme la Suisse. Et la BRI en arrive à considérer que la recherche d'une confiance décentralisée, si on ne sait pas si elle est totalement efficace dans ses objectifs initiaux, en tout cas, est déjà rapidement devenue, je cite la BRI, un désastre environnemental. Donc évidemment, tout ça doit nous amener aussi à réfléchir à certains des impacts de la révolution digitale. Quoi qu'il en soit, le fait est que cette révolution, jusqu'à présent, ne semble pas avoir eu d'effet absolument bouleversant sur les modèles des acteurs des marchés financiers. Alors est-ce que c'est parce que ces acteurs ont depuis longtemps intégré les effets de la digitalisation et de la dématérialisation, de l'automatisation des processus? Les marchés financiers, en effet, ont connu cette dématérialisation bien plus tôt que les marchés de retail. Est-ce que c'est parce que les jeunes pousses des nouvelles technologies, donc les fameuses fintech, auraient tendance à se positionner davantage en partenaire des acteurs plus traditionnels plutôt qu'en concurrents directs? Est-ce qu'elles ont cette capacité à se positionner en concurrent direct? Est-ce que certaines technologies peuvent avoir des apports disruptifs plus forts? Je pense notamment aux technologies de DLT, les Distributed Ledger Technologies. Le Bitcoin en est une application assez basique et brutale, pour tout dire. Mais est-ce que la technologie sous-jacente, elle, ne peut-elle pas avoir une capacité disruptive plus forte? À toutes ces questions, et à d'autres évidemment, nos intervenants ce soir vont s'efforcer de répondre et nous éclairer sur cette révolution digitale et ses effets sur l'économie et la finance de marché. Merci beaucoup Stéphane Giordano qui a planté le décor. Merci à lui. Alors on va tout de suite démarrer. Tiens, tournez les micros, parlez bien à chaque fois devant le micro pour qu'on vous entende bien. Notamment, il y a une captation qui va être retransmise. Alors, on l'a vu, donc tiens, on va commencer avec vous, Pierre Delauzin. Les usages, donc, dans la finance de marché, ils sont considérables. C'est un peu ce que nous expliquait il y a un instant Stéphane Giordano. Avec aussi bien donc un certain nombre que ce soit sur l'arbitrage algorithmique, l'automatisation des traitements, des middle, des back-office, je ne vais pas faire toute la liste. Qu'apporte Big Data, intelligence artificielle, Internet des objets? Donnez-nous des exemples justement en ce qui concerne la finance. Oui, effectivement, la nouveauté est moins grande parce que tout simplement, elle s'est produite avant. Donc on raisonne par rapport à une situation qui avait déjà énormément changé. Si je prends par exemple l'automatisation des marchés, les marchés il y a 30 ans étaient papier ou à la criée. On est passé entièrement sur des marchés électroniques. Donc la matière première est déjà électronisée à peu près totalement. Bon, maintenant, une partie notable des interventions ou des ordres sont passées par des algorithmes, en fait. Bon, toute la question du trading haute fréquence, dont on parle maintenant depuis des années, est entièrement fondée sur la rencontre de systèmes d'intelligence artificielle
qui vont s'élaborer de plus en plus, mais qui étaient déjà tout à fait élaborés, et qui utilisent le substrat électronique. Autrement dit, la matière première est déjà électronique, et cette matière première est déjà électronique et fait déjà l'objet de traitements et d'interventions basés sur l'intelligence artificielle. Juste parce que vous parlez du trading haute fréquence, Pierre Delauzin, où certaines décisions de transaction sont très largement gérées et générées par des robots, qu'est-ce que ça apporte en plus, concrètement ? Voilà, si vous deviez l'expliquer comme ça, un béotien dans la rue, voilà. C'est un grand débat et ça pose entre autres la question de savoir de quoi se nourrissent ces algorithmes, parce qu'un algorithme, ça marche à partir de données. Le gros des données qu'utilise le trading haute fréquence, c'est des données de marché. C'est des connaissances sur ce que fait le marché qui sont en grande partie fournies par la rencontre d'une part et d'autre part l'organisation même du système de la bourse en sous-jacent. Donc le gros reproche qui pouvait être fait, à mon avis de façon assez légitime, c'est que l'intervention du monde extérieur de ce qu'on appelle en dehors de ce monde, ce qu'on appelle l'économie réelle, était par construction assez faible. Alors la question qui va se poser maintenant, c'est de savoir dans quelle mesure les nouveautés pourront réintroduire, sinon le monde réel directement, mais parce qu'il n'y a pas d'information toutes les millisecondes, mais des données collectées par des agents, analysées par eux et qui vont entrer dans ces algorithmes pour les enrichir. Donc ça, on n'a pas pour le moment le sentiment que ça joue un rôle majeur, mais d'abord, on ne sait pas nécessairement tout ce qui se passe, mais surtout, ça peut évoluer. Alors je prends par exemple, quand vous voulez analyser les dimensions politiques ou l'attitude des consommateurs ou leur réaction, il est clair qu'il y a maintenant une digitalisation de l'information, notamment grâce aux réseaux sociaux, ou une digitalisation potentielle qui est beaucoup plus grande qu'avant. Quand vous deviez compulser des journaux, en gros, vous étiez sur un autre rythme de temps. Plus vous allez collecter de l'information très rapide par, y compris Facebook, Amazon, ce que vous voulez, plus après vous arriverez à la digitaliser parce qu'il faut le faire assez vite et dans le cas des marchés, il faut le faire très vite. Mais ceci dit, si vous arrivez à une information, même si elle vous prend quelques secondes ou quelques minutes, mais que vous le faites avant les autres, vous avez un avantage à ce moment-là. C'est une aide à la décision. Hein. Ça peut être une aide à la décision. Est-ce que c'est une aide à un meilleur fonctionnement des marchés? On peut en discuter parce qu'évidemment, on risque d'accentuer le côté, émotionnel, réactif et non rationnel de la chose. On risque aussi, évidemment, de renforcer l'avantage de certains acteurs par rapport à certains autres. Mais il est clair que c'est une des pistes qui peuvent faire évoluer la signification, probablement dans un premier temps en accentuant les différences entre les acteurs. Mais ça peut secouer, clairement, ça peut bouleverser toutes les activités de financement et de marché. Bouleverser le marché lui-même, c'est pas évident parce que dans le fond, ça renforcera des tendances qui existent déjà. Alors là où ça pourrait bouleverser, c'est plutôt côté blockchain, c'est dans la mesure où la blockchain étant supposée reconnue à l'avenir de façon beaucoup plus systématique, là pour le coup, vous pouvez remplacer des activités d'intermédiation par quelque chose qui est un dispositif automatique plus ou moins public. En tout cas, pas public en ce sens que l'accès n'est pas lié à, le tampon que met une institution dont vous êtes le client. C'est un mécanisme. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir une évolution importante. Alors, si on commence carrément à élucubrer, on peut imaginer après que vous arrivez à un système largement automatique dont l'image est peut-être l'Internet lui-même. C'est que dans l'Internet, vous avez un système qui appartient à personne, qui évidemment est organisé ou géré par des gens qui prennent en charge, mais en fait qui appartient à personne. Quand vous vous mettez sur Internet, vous êtes certes le client de quelqu'un qui vous met en relation avec, mais il n'est qu'un ouvreur. Il vous met en relation avec l'Internet. L'Internet existe par lui-même, et si cet ouvreur disparaît, vous en prenez un autre, ce n'est pas du tout le problème. Et donc vous pouvez parfaitement imaginer que vous ayez quelque chose d'analogue avec le marché financier tout court. C'est-à-dire que la veuve de Carpentras, chère aux années 80, si elle est un petit peu geek sur les bords, puisse être directement en prise sans qu'il y ait quelques dispositifs que ce soit au milieu. C'est concevable. Et là, à ce moment-là, il est parfaitement concevable, alors là on commence à continuer dans le rêve, qu'à ce moment-là, il y ait une question d'intérêt public de cet outil qui, à ce moment-là, devient complètement public.
par rapport à l'évolution alternative qui est l'inverse, c'est-à-dire une compétition technologique qui favorise les plus agiles sur le plan technologique. Bon, on verra tout à l'heure justement quels sont les avantages principalement. Et puis, il y a toujours beaucoup de questions sur les risques. Nathalie Beaudemoulin, la révolution numérique, c'est un défi stratégique pour la BFI? Oui, je pense que c'est un défi stratégique pour la BFI. Alors c'est vrai que notre étude récemment publiée en mars dernier, qui a été réalisée donc par notre pôle FinTech Innovation de la CPR, un pôle qui est très tourné vers le marché et vers l'innovation responsable, montre que finalement on s'est beaucoup focalisé sur la banque de détail, hein, avec les innovations liées notamment à la digitalisation de la relation client, au smartphone. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux technologiques majeurs et aussi des enjeux de compétitivité majeurs pour la BFI, avec des innovations significatives en matière bien évidemment de blockchain et aussi d'intelligence artificielle. On voit des tests en cours sur ces deux sujets-là chez les grands acteurs bancaires pour leur BFI. En intelligence artificielle, notamment pour traiter les données de marché, aller vers des modèles plus prédictifs. Donc on est au-delà du trading algorithmique, on va aussi sur des solutions de recherche d'anomalies de marché, par exemple, ou des solutions à base d'intelligence artificielle pour effectuer des recommandations aux clients. Donc on est dans une étape un petit peu d'après. Sur la blockchain, on a des choses très intéressantes sur le commerce international ou sur les sujets de matières premières aussi. Donc on voit des applications pour la banque de financement. Donc vraiment, il y a un choc technologique. Les banques françaises ont compris et ont énormément de travaux en cours de POC, donc de tests en cours sur ces technologies appliquées à la BFI. Est-ce que les notions de blockchain, c'est clair aux yeux de tous, hein, juste, tiens, Adrien Badevant, juste si vous deviez résumer, expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la blockchain, en quelques mots simplement, je voudrais que ça soit très clair aux yeux de tous. Pardon, je suis désolé, c'est peut-être superflu pour beaucoup, mais je voudrais que ça soit précis. Hein. Allez-y, Adrien. La blockchain, c'est une combinaison de technologies préexistantes qui permet en réalité, de manière décentralisée, de partager de l'information de manière infalsifiable selon des technologies qui permettent notamment de renforcer la sécurité, notamment des technologies de chiffrement. Après, c'est éminemment complexe. C'est juste une présentation. On va en rester là, il a raison, Adrien Badevant, c'était très clair, c'était bien de nous le rappeler. Je reviens vers vous juste après, Nathalie Beaudemoulin et puis Pierre Delozin, mais Tan Long Win, la révolution numérique, elle apporte de nouvelles opportunités en finance de marché? C'est ce que nous pensons. Alors branchez le micro, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ce que nous pensons de notre côté. Et simplement, je vais vous faire part de cas d'usage relativement simples. À partir des données digitales, tout simplement, vous connaissez par exemple Amazon. Donc, vous avez maintenant tous les prix en ligne, ce qui veut dire qu'avec tous les prix en ligne, en fait, vous pouvez traquer l'inflation en temps réel. Et donc, vous touchez directement le marché des obligations indexées sur l'inflation, qui est quand même un assez grand marché. Ça, c'est seulement les données digitales aussi. Je vous donne d'autres types de données qui sont classiques, les données de système anti-collision pour les navires. Donc vous pouvez traquer en fait tous les navires dans le monde, on traque plus de 70 000 navires, et en fait vous estimez en temps réel tout ce qui est import-export aussi, import-export de matières premières, type énergétique, minerais de fer, etc. Donc en fait vous anticipez la croissance économique en temps réel, et vous êtes en avance en 3 et 6 mois par rapport aux chiffres officiels. Là, je vous ai donné en fait que des applications à partir des données qu'on appelle le big data. Maintenant, où est-ce qu'on applique aussi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est appliquée pour analyser des données plus complexes. Donc, je vous donne maintenant l'exemple des réseaux sociaux, là justement. Et à partir des réseaux sociaux, en fait, vous pouvez faire la prévision des élections politiques, qui a un impact macroéconomique. Donc c'est là où on a pu anticiper le Brexit, un mois à l'avance, l'élection de Trump, une semaine à l'avance, les présidentielles en France. Donc tout cela, ça a des impacts macro qui touchent la BFI. C'est ce qu'on appelle la première génération d'intelligence artificielle pour le texte, Natural Language Process, du sentiment index en quelques mots. Maintenant, la seconde génération de Natural Language Process qu'on développe,
La seconde génération de Natural Language Process qu'on développe, c'est ce qu'on appelle Smart FAQ. C'est comme le chatbot, sauf qu'on le fait pour en fait tous les bilans financiers. Donc en fait, quand vous faites des analyses financières, en fait, vous avez des grilles à remplir, et en fait, on va vous remplir les grilles de manière systématique. Et là, c'est ce qu'on appelle du machine learning, de l'intelligence artificielle. Là, c'est pour le texte. Et aussi, notre application, maintenant, ce sont les données satellites aussi. Et là, c'est ce qu'on appelle du deep learning, les données satellites. Il y a plein de choses amusantes à voir. Non seulement vous pouvez compter le nombre de véhicules dans les parkings, et donc il y a une très forte corrélation entre le chiffre d'affaires des grandes surfaces et le nombre de parkings, d'automobiles. Et là, maintenant, on pense en fait à des techniques encore plus précises. C'est vous dire quel type de véhicule, quelle marque de véhicule vous allez avoir sur les parkings. Donc, par exemple, je sais pas, des Range Rover versus d'autres voitures, d'autres automobiles. Et en fait, en temps réel, on va vous donner maintenant le buying power du parking. Et ça, c'est bon, pour l'analyse fondamentale, c'est l'analyse fondamentale en temps réel. En fait, il y a de nombreuses applications pour la BFI. Voilà. Vous pensez à quoi, par exemple, comme application ? C'est pour la les BFI. c'est pour les recommandations, tout simplement. Vous allez voir voilà, s'il y a plus de chiffre d'affaires dans cette grande surface ou pas. Et après, même pour les fusions-acquisitions aussi, maintenant, on est capable d'analyser tous les legal cases. En fait, on est connecté à tous les cours de justice, aussi aux US, à toutes les bases de données private equity. Et donc, on est capable d'analyser tous les deals qui passent en temps réel et vous dire les tendances en private equity, par exemple, ou en FUSAC. Oui. Et quel changement dans les services eux-mêmes, Pierre Delozin, Nathalie Beaudemoulin, c'est quoi l'impact de la transformation numérique sur les activités ? Quand on écoute Monsieur Wynne, on a affaire à une panoplie de services innovants. Quel service innovant quand on l'applique à cette BFI ? Nathalie Beaudemoulin. Il faut aussi qu'on voit qu'on est beaucoup quand même dans des tests aujourd'hui. On n'est pas forcément dans des cas d'usage réels. Donc, on voit par exemple... On se projette à quelle échéance, là, par exemple ? Vous dites, on est encore des tests. C'est quoi maintenant ? La réalité, elle arrive quand ? Alors, sur l'intelligence artificielle, pour certains cas d'usage, on parle de 2020. Sur la blockchain, on va être sur des cas d'usage concrets plus lointains parce qu'on n'a pas résolu, en fait, aujourd'hui, la branche cash des opérations qu'on met dans la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain peut très bien être utilisée pour des fonctions de registre distribué, donc pour enregistrer des informations qui seront partagées par tous et qui seront exactement la même information dans tous les nœuds d'un réseau. Pour autant, pour effectuer des transactions financières, il faut pouvoir passer de l'argent dans la blockchain concrètement, et ça veut dire qu'il faut avoir de la monnaie digitale que l'on puisse impulser dans cette blockchain. Et aujourd'hui, on a des crypto-actifs, mais disons qu'il y a quand même des débats assez significatifs sur leur reconnaissance en tant que monnaie et des positions de la Banque de France. Donc il y a des réflexions par ailleurs de la part des banques centrales sur des monnaies digitales banque centrale. Donc c'est ce qu'on appelle finalement la tokenisation de la monnaie banque centrale, la tokenisation qui accompagnera celle de l'économie. Donc pour la blockchain, aujourd'hui, on va être sur des applications financières pour des flux financiers un peu plus lointaines. Et on a quand même des ouvertures réglementaires comme pour les titres non cotés, où il y a eu des textes réglementaires qui permettent l'utilisation de la blockchain pour enregistrer et faire des transactions sur des titres non cotés. Donc c'est un exemple sur lequel travaillent les fintechs et les établissements. Et l'inscription dans la blockchain aura la même valeur que l'inscription en compte titre. Donc c'est assez significatif. Je crois que la France est le seul pays européen à avoir intégré une telle disposition. Pierre Delozin, avec le micro. Pour apprécier le changement, il faut voir à quel degré il se situe. Si je prends historiquement, quand on est passé de marché à la criée, même relativement continu comme à Chicago, à des marchés électroniques, on peut dire à la fois que c'est la même chose. Le marché des futurs sur le blé à Chicago, une fois électronique, n'est toujours un marché sur les futurs avec des interactions entre des personnes. Et en même temps, ça change très profondément la nature. Et à mon avis, ce genre d'évolution fait la même chose. C'est-à-dire que par lui-même, il n'est pas évident que ça change le service lui-même du marché ou les produits au sens large. Effectivement, on parlait des fusions-acquisitions. Ça sera toujours des fusions-acquisitions, mais ça ne sera pas fait de la même manière.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les fusions-acquisitions peuvent devenir entièrement traitées en IA, en intelligence artificielle? Ce n'est pas évident à ce stade. Mais beaucoup d'opérations qui actuellement apparaissent irréductiblement humaines ont des chances sérieuses de basculer sur ce genre d'opérations. Ça, c'est très probable. Toute une bonne partie du trading a des chances de passer. C'est-à-dire le trader, déjà aujourd'hui, là on le voit, est progressivement remplacé par des systèmes et une grande partie des fonctions basculées. C'est-à-dire que la limite de ce qu'on peut considérer être banalisé se relève considérablement. C'est-à-dire ce qui est traitable. Alors, ce n'est pas du banalisé au sens du facile, mais c'est du banalisé, c'est en tout cas de quelque chose qui peut être traité par de la machine. Est-ce que ça change fondamentalement le produit lui-même? Ce n'est pas sûr. Mais il est clair qu'il y a un degré qualitatif où le produit change. C'est-à-dire que je reprends l'historique, vous parlez du papier à de l'informatique qui ne fait que transposer le papier, on peut dire qu'il n'y a pas un changement de nature. En revanche, vous avez un saut qualitatif, par exemple, à partir du moment où c'est introduit des possibilités de stratégie, dont, par exemple, le trading haute fréquence dont on a parlé. Parce qu'à ce moment-là, l'opérateur, face au marché, n'a plus besoin des mêmes qualités, il en a besoin d'autres. Et il peut perdre dans la course d'une manière qui n'avait pas de sens pour son prédécesseur 20 ans plus tôt. Et là, ça commence à être du changement qualitatif, même si, encore une fois, c'est toujours un marché. Alors, changement qualitatif peut-être, mais en attendant, avant qu'on voit justement l'usage des données, la collecte des données, tiens, question à Nathalie Boudemoulin ou vous, Tan Longwin, ça va apporter une meilleure rentabilité, le fait de fonctionner comme ça, plus vite, plus efficacement. Je ne sais pas si ça permet de travailler pour moins cher, mais enfin, en tout cas, voilà, on va plus vite, on gagne du temps quelque part. C'est plus rentable ? Je veux dire, ce qui me passionne, en fait, depuis ça fait quasiment 20 ans maintenant, c'est comment délivrer de la performance. Donc j'ai appris une chose pour délivrer de la performance, c'est comment avoir l'information le plus rapidement et l'analyser, l'information publique, je précise bien, et l'analyser le plus rapidement possible. Et ça, c'est l'avantage du big data. Vous avez toutes les informations en temps réel et vous ne pouvez pas être plus rapide que le big data. Donc c'est en fait... acquérir ces données, bien sûr, et les analyser au plus vite, ce qui permet de créer des avantages compétitifs et donc de faire de la performance. Alors, Adrien Badevant, avocat, donc spécialiste en effet de tout ce qui est data. Expliquez-nous comment le big data va permettre au système d'information des BFI de fonctionner davantage en temps réel, d'être plus réactif, plus exhaustif. Pourquoi on collecte toutes ces données et à quelle fin ? Le big data, donc en français, c'est la collecte de données massives. C'est pas si nouveau que ça. Ce qui a changé véritablement, c'est souvent communément dans le jargon, on définit ça par rapport au volume, à la vélocité et donc à la vitesse de cette collecte. Il y a des données qui sont des données de marché, comme vous l'avez précisé, et je pense que les illustrations sont très concrètes, même si elles peuvent, pour certains cas, être prospectives. Puis dans certains cas, on peut différencier juridiquement ou même économiquement entre des données qui vont toucher directement des individus, comme toutes les personnes présentes dans cette salle ce soir, qui peuvent être qualifiées par exemple de données à caractère personnel. Et du coup, il peut avoir des enjeux qui sont réglementaires ou juridiques différents dans ces cas-là. Vous l'avez dit en ironisant, il y a les données qui sont disponibles, il y a des données qui sont présentes par exemple sur les réseaux sociaux, etc., mais vous ne pouvez pas forcément collecter toutes les données qui sont accessibles. Ce n'est pas parce que la porte de votre voisin est ouverte que vous pouvez rentrer dans l'appartement. Et une entreprise peut par exemple, on appelle ça du web scraping, vous ne pouvez pas aller sur le site de Le Bon Coin, prendre toutes les données, la base de données, et répliquer un service concurrent. Donc il y a beaucoup de questions sur le terme juste données pourrait faire l'objet de beaucoup de débats, parce qu'il y a des données qui sont ouvertes, il y a des données qui sont privées, il y a des données qui sont à caractère personnel. Et la question qui se pose aujourd'hui, et vous avez sûrement suivi les évolutions récentes au niveau européen, le 25 mai dernier, le règlement général sur les données à caractère personnel, et puis les scandales qui sont suivis, notamment Facebook, Cambridge Analytica, posent une question qui est une question éminemment éthique, que vont devoir se poser l'ensemble des interlocuteurs présents ce soir et des acteurs des banques BFI. C'est en réalité comment je peux faire aussi de la gouvernance de cet ensemble de données un avantage compétitif, comment je peux les collecter de manière assez éthique et les traiter de manière à ce que ça respecte
de manière licite et loyale les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Je donne juste un exemple pour être très concret. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié vos illustrations. C'est assez marrant. On peut donc prédire l'inflation, on peut prédire l'import-export. Là, on est sur des données typiquement qui ne sont pas à caractère personnel. C'est des données de marché, c'est des données économiques. La météo, toutes ces données-là, il y a la question aussi juridique de la propriété derrière à qui elles appartiennent, mais ce ne sont pas des données à caractère personnel. Par contre, lorsqu'on demande, on collecte des données sur les réseaux sociaux pour soit prédire le Brexit ou voire influencer des résultats de vote, ou on collecte des données sur votre modèle de voiture dans un parking pour savoir votre propension d'achat. Pour vous donner un exemple très concret, là on est dans des données à caractère personnel. Et la question qui se pose, c'est peut-on utiliser n'importe lesquelles de ces données? Est-ce que c'est éthique d'utiliser comme critère le fait de consulter un conseiller marital pour octroyer un crédit? Est-ce que c'est... Vous voyez, c'est des questions comme ça. Il y a des données qui sont là, mais qu'est-ce qu'on en fait? À quelle fin on les collecte? Et est-ce que tous les critères... Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à cet exemple? C'est éthique ou pas de collecter ce type de données? Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le débat, il y a beaucoup de débats sur... on nous parle souvent de George Orwell, de la vie privée, des références de le livre 1984, etc. Mais il y a des questions qui vont être éminemment... donc il y aura des questions de propriété, de vol, d'intrusion dans les bases de données. Je pense que tous les acteurs de BFI vont être véritablement sensibilisés à ça. Demain, tout le monde est à câble. Mais pour répondre à votre question... une des valeurs sociales à protéger demain, c'est celle de la discrimination algorithmique. C'est-à-dire, en réalité, deux personnes qui vont à un instant donné avoir accès à un crédit qui pourrait être différencié sur un critère qui serait enfoui dans des algorithmes ou non accessibles, se pose la question de savoir si c'est des critères qui sont socialement acceptables ou est-ce qu'ils cachent en réalité une discrimination ou est-ce que ça amplifie des biais qui peuvent exister dans la vie de tous les jours. Nathalie Beaudemoulin, les établissements financiers, ils savent bien collecter les datas, comment ils font les BFI pour collecter de nombreuses données sur leurs clients, leurs transactions. Est-ce que toutes ces données finalement ne sont parfois pas sous-exploitées? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les établissements collectent, alors, passivement ou activement, un grand nombre de données, que ce soit dans la banque de détail ou dans la BFI. Après, on sait que ces données ne sont pas forcément exploitées de manière complètement optimale par les établissements, exploitées pour eux-mêmes. Je ne parle pas du tout de valoriser ou de vente de données. Donc, on sait très bien que c'est le cas des données de paiement, par exemple, dans le retail, et certainement le cas d'autres données dans le domaine de la BFI. Donc, il y a une marge de progrès significative à faire dans ce domaine-là, et elle passe par une mise à niveau des systèmes d'information. Aujourd'hui, les établissements ont des chantiers très significatifs pour faire face à ce qu'on appelle l'héritage, la legacy des systèmes d'information, et avoir des lacs de données dans lesquels ils peuvent disposer des données granulaires sur lesquelles faire tourner des algorithmes. Et donc ça nous amène en fait à un autre sujet technique lié à cette mutation digitale, qui est celui du cloud computing. Les établissements bancaires se dirigent en fait progressivement, avec prudence, mais ils s'y dirigent. Certains ont fait même des annonces publiques vers le cloud computing pour stocker des données, donc le cloud public. Et on sait aujourd'hui que les grands pourvoyeurs de cloud ne sont pas français ni européens. Amazon Web Services, c'est 40% du cloud mondial. Voilà, donc le cloud, ça présente des solutions d'agilité. Il y a des algorithmes intégrés qui sont proposés sur l'étagère par les grandes plateformes digitales qui proposent ces solutions de cloud. Mais forcément, ça va poser aussi des enjeux de sécurité, de cybersécurité, des enjeux de souveraineté. Où sont les données? Où sont-elles stockées? Si tout le monde utilise les mêmes algorithmes proposés par ces plateformes pour faire des prédictions, est-ce qu'on ne va pas avoir des comportements moutonniers, risqués pour la stabilité financière? Donc on a d'autres sujets liés à ce cloud computing, et je vous engage à lire la passionnante publication de l'autorité bancaire européenne, qui doit être traduite en français, sur des guidelines en fait en matière d'usage du cloud. Oui, mais avant de lire cette passionnante entrevue, moi j'ai lu Revue Banque, justement, ce hors-série. Et à propos de la data, ce que vous dites, c'est que les BFI, qui sont des clients historiques des fournisseurs de données financières, semblent plus ouvertes à l'exploitation de données externes, l'open data. Oui ou non?
Il y a des tas d'exemples. Alors, ils ont été donnés par TAN sur l'usage de données open. Hein. Il y a eu des exemples qui ont été donnés sur les navires. Il y a d'autres exemples on sait que dans le retail, par exemple, le climat influe sur le crédit conso. Enfin, il y a plein d'exemples possibles. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup de tests qui sont en cours. Il faut aussi que la donnée supplémentaire, la donnée incrémentale apporte quelque chose, en fait, à la prédiction ou à l'analyse. Donc, les tests sont en cours sur ces sujets-là, en effet. Ouais, tiens, justement, Tan Long-Win, les BFI collectent de nombreuses données, donc on le disait il y a un instant. Comment elles cherchent, par exemple, à mieux développer les ventes croisées entre leurs différentes unités? En ce qui concerne les ventes croisées entre les différentes unités, c'est plutôt de l'optimisation qu'elles font. Aussi, moi, je pense directement aussi au système de trading, aussi, où il y a maintenant aussi de l'intelligence artificielle pour optimiser la rentabilité. Donc là, ils font appel à justement l'intelligence artificielle, même sur les différentes plateformes électroniques, soit où parfois ils ont des participations dans des échanges, ou directement ils le font en interne pour augmenter leur rentabilité. Avant qu'on voit les nouveaux métiers, les nouveaux outils, justement, Pierre Delauzin, quand on parle de digitalisation, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, les fintechs. Les fintechs, justement, quel est le rôle des fintechs dans les activités financières? Expliquez-nous comment les banques de financement, d'investissement doivent accélérer leur mutation digitale, finalement en s'ouvrant quelque part à cet écosystème des fintechs. Question toujours, hein, évidemment, partenaires, ennemis. Si on prend des comparaisons maritimes, vous avez des cas assez fréquents de gros poissons qui vivent en symbiose avec des petits poissons. Le petit poisson aide le gros poisson et l'un a besoin de l'autre. C'est un modèle. Puis il y a un autre modèle dans lequel, avec l'évolution, le petit poisson devient gros et éventuellement remplace le grand poisson. Les deux sont possibles. Pour le moment, on a l'air d'être clairement plutôt sur le premier modèle, notamment sur les BFI. Il faut voir quand même qu'il y a eu, de façon générale, une concentration des métiers de BFI par rapport à la situation il y a 30 ans, à peu près continuellement. La crise a accéléré les concentrations et la hiérarchie, au profit évidemment des grands Américains. Et donc, le métier ne s'est pas du tout diversifié, il s'est concentré. C'est-à-dire que pour le moment, les dinosaures marchent plutôt mieux que les autres. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des mammifères qui émergent, quoi. C'est ça en termes concrets. Dans la banque de détail et dans la BFI, les problèmes sont probablement assez différents. Pour le moment, au niveau de la BFI, ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit pas de signal allant dans ce sens-là. On ne peut pas l'exclure, mais on ne voit pas de signal allant dans ce sens-là. Alors qu'on peut parfaitement imaginer dans la banque de détail, au niveau d'un ensemble de services, disons l'équivalent d'Amazon. Amazon a remplacé radicalement toute une partie du commerce de détail. On peut parfaitement imaginer ça pour la banque de détail. Ça sera un peu plus difficile pour certains métiers de la banque de détail, comme par exemple le financement des PME, mais pour le particulier, c'est extrêmement concevable. Donc là, il peut y avoir cette évolution. Pour la BFI, c'est moins évident parce qu'il y a une question de place sur les marchés, il y a une question d'accès à l'argent, il y a une question de confiance des investisseurs. Et de réglementation aussi. Dont un certain nombre sont de très gros investisseurs. Il y a une terrible barrière à l'entrée réglementaire qui s'est considérablement accrue depuis la crise. Donc, pour le moment, c'est pas évident du tout. Enfin, on ne voit pas très bien par où on peut faire rentrer le couteau pour faire jouer les pièces l'une sur l'autre. Là, pour le moment, ça a l'air assez hermétique. Oui, c'est hermétique, mais bon, il y a quand même un partenariat entre les deux, nécessairement. Les fintechs vont apporter leur technique, les banques vont apporter de la donnée, finalement, voilà. C'est pour ça que le modèle 2 du remplacement, on ne le voit pas, mais le modèle 1, c'est-à-dire la complémentarité, massivement, au contraire. Ça, c'est évident. Pour combien de temps? Parce qu'un jour, les fintechs ne vont pas, elles aussi, collecter de la data aussi. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, là, parce que quand vous êtes sur les marchés, il ne vous suffit pas d'avoir l'information, il faut avoir de l'argent. Donc ça voudrait dire qu'avoir l'accès à de l'argent d'investisseurs qui vous permet d'opérer suffisamment. Ce n'est pas évident. Nathalie Beaudemoulin, il y a une histoire, une suite là qu'on peut prédire, qu'on peut prévoir aussi justement un jour où les fintechs
vont s'envoler un petit peu plus. Je Alors, parle de là sur la BFI, bien sûr. Ouais, sur la BFI, on voit quand même des choses assez sympas qui arrivent, comme des plateformes d'intermédiation obligataires. On a vu pas mal de projets. Alors, c'est pas des grands projets aujourd'hui, mais c'est quand même des startups qui proposent de mettre en relation directement les émetteurs et les investisseurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, on voit quand même dans le domaine du financement des acteurs innovants, le sujet des levées de fonds en token, enfin, des ICOs, qui est assez disruptif, hein, parce que les montants sont assez conséquents, à tel point que la France souhaite se positionner comme un marché ouvert, un marché d'avenir au travers de l'initiative prise par l'autorité des marchés financiers sur ce sujet-là. Je sais que mon voisin connaît parfaitement le sujet, mais bon, l'autorité des marchés financiers qui pourrait à l'avenir donc venir labelliser les ICO, ces levées de fonds en cryptoactifs, lorsqu'elles répondent à un certain nombre de conditions de conformité au travers des livres blancs émis par les porteurs de projets. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir une importance assez significative, puisque ces ICO sont précisément menées sans banque d'affaires fronteuse. Elles sont faites directement sur la plateforme blockchain, où on apporte des cryptoactifs en contrepartie de l'émission de tokens, et on a des droits sur le projet innovant à venir, et c'est pas tout à fait assimilable à des titres financiers. Et tiens, c'était quel voisin? C'était Adrien ou Tanlang? C'était Adrien, s'il veut prendre la parole pour Oui, compléter. il y a un débat très intéressant sur la qualification juridique applicable au token, notamment pour le fait de savoir, puisque ce sont des levées de fonds de cryptoactifs qui sont par essence mondialisées et que les législations ne sont pas du tout et loin c'est loin d'être le cas, alignées au niveau mondial. Donc vous allez avoir des personnes comme aux États-Unis qui considèrent la Security Exchange Commission que à moins que le token, c'est-à-dire le jeton, soit véritablement utilitaire, ça constitue au sens du Howey Test de 1933 un titre financier. Puis là, vous avez en France une approche qui est, à mon sens, en l'état beaucoup plus pragmatique et très intéressante, qui consisterait à intégrer cette nouvelle façon de lever des fonds et qui pourrait à terme, si la place de Paris notamment devient très attractive, correspondent à peut-être 5% des levées de fonds, notamment pour les VC. Vous avez une nouvelle façon de lever des fonds avec donc, ces tokens, à condition bien sûr que soit respectée une certaine forme d'obligation en termes de lutte anti-blanchiment, donc tout ce qui est Know Your Customer, KYC, et une forme d'information qui serait claire et honnête par rapport aux souscripteurs, étant donné qu'on est, sans être sur quelque chose qui soit comme du crowdfunding, on est plus proche d'un financement qui pourrait être ouvert à tous, et donc se pose la question de savoir si le droit de la consommation notamment serait applicable. Juste une nouveauté, c'était quand même avant-hier, le projet de loi Pacte, hein, qui comprend notamment, tiens, Pierre Delozin, un volet sur ce nouveau cadre, donc des ICO. Pour simplifier, donc Paris va créer un cadre innovant avec un régime de visa optionnel offert par l'AMF donc aux émetteurs d'ICO qui apportent des infos, des garanties de sécurité justement suffisantes, ce que la MAFI avait d'ailleurs préconisé, hein, Pierre Delozin. Si le législateur donne son feu vert, la France serait donc le premier pays à mettre en place une telle réglementation. C'est bon pour la France, c'est une bonne nouvelle. Je me trouvais à Taïwan à la réunion de notre association internationale des intermédiaires de marché et des banques d'investissement. Effectivement, on a fait un peu sensation en expliquant ce nouveau système, parce que ce que nous disaient les autres, notamment asiatiques, c'est que la tendance de leurs régulateurs, c'était plutôt de verrouiller. Donc avec une assez grande réticence, ou dans le cas américain, de rentrer dans un cadre connu déjà. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et effectivement, nous, ce qu'on a vu l'avantage, c'est qu'on jouait sur les deux à la fois. On laissait une liberté et en même temps, on donnait la possibilité, par le régulateur, de donner une forme de sécurisation, au sens étymologique, pas au sens américain, de sécurisation du processus. Alors après, comme on ne sait pas le type de développement que ça peut faire, il est évident qu'il y a un certain intérêt à avoir cette croissance contrôlée. C'est-à-dire on laisse la croissance, mais en même temps, on regarde comment ça croît. Donc c'est probablement un bon système. Alors après, évidemment, on ne sait pas du tout jusqu'où ira le développement, parce que en dehors même de la question de la sécurisation, il y a des problèmes tout à fait analogues au financement par la foule, au crowdfunding,
c'est l'information, la qualité de l'information. Ce n'est pas simplement l'accès, mais aussi la qualité de l'information sur la chose elle-même. Donc, ça peut atteindre un certain développement. On peut imaginer à un bout qu'ils finissent par se dégager des formes et que dans un certain nombre de domaines, il y a une information suffisante pour que les clients, les investisseurs se sentent tout à fait sécurisés, ça se développe considérablement, ou inversement, que le fait qu'un certain nombre ne marche pas, que les gens ont une image négative, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne maîtrisent pas, et où ça reste un produit de niche. Toute la gamme est possible entre les deux. Donc plutôt que de préjuger une conclusion, le mieux est d'essayer d'ouvrir le jeu, mais avec un observateur responsable, alors notamment l'autorité elle-même, qui regarde et puis qui, à l'occasion, peut intervenir sur tel et tel acteur. Adrien Badevant. Je partage complètement cette approche. Je voulais préciser qu'actuellement en France, il se passe quelque chose d'assez incroyable sur la fédération d'un écosystème par rapport à la blockchain, dont les ICO, les Initial Coin Offering, ne constituent qu'un premier cas d'usage. Pour vous donner de manière un peu imagée un parallèle, on est un peu dans les années 90 de l'Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'un cas d'usage très à court terme applicable, qui est celui de la levée de fonds en cryptoactifs. Mais demain, on a parlé tout à l'heure de registres décentralisés. La blockchain aura, que ça soit en relation avec les marchés financiers ou dans d'autres domaines, des capacités d'impact assez considérables. Je pense que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit. Et puis par rapport justement à cette loi Pacte qui arrivera dans le dernier semestre de cette année, il y a quelque chose qui est assez intéressant également. Hier, par exemple, s'est tenu le forum de la blockchain où il y avait de nombreux députés qui sont de plus en plus sensibilisés à cela. Et ça, ce n'est pas anodin de le souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une approche en termes réglementaires qui s'apparente à ce qu'on appelle le sandbox, c'est-à-dire une approche beaucoup plus tournée vers l'expérimentation, afin de faire en sorte qu'on puisse accompagner l'innovation sans qu'elle soit complètement dérégulée, mais qui l'encadre pour pas qu'elle soit essoufflée, qu'elle soit complètement entravée. Et ça, c'est très intéressant. Il y a encore des points de droit majeurs qui devront être abordés, notamment en termes de fiscalité. Et c'est le débat qui est actuellement en cours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez que la France devienne une place attractive, vous ne pouvez pas laisser certains... Enfin, il y a un débat sur le fait de savoir s'il faut faire du dumping fiscal pour pas que les entrepreneurs, demain, partent en Suisse ou au Portugal, ne serait-ce que pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, si vous faites une levée de fonds en cryptoactifs, vous avez l'IS et vous avez la TVA qui est applicable. Ouais, donc il faut bouger un peu, il faut aussi que le législateur et Bercy changent un petit peu la réglementation. C'est en cours d'élaboration, mais je pense que oui, il y a une vraie impulsion à faire de ce côté-là. La blockchain, Nathalie Beaudemoulin, les applications de la blockchain, donc dans la BFI, quelles sont les différentes catégories d'usage ? Il y a pas mal d'applications. Donc on a vu, comme je disais, des choses sur la tenue de registre assez basique. Ensuite, en deuxième lieu, la tenue de registre partagée entre plusieurs acteurs. C'est ce qu'on voit dans les tests qu'on a dans le trade finance, par exemple, où il y a il y a plusieurs acteurs, la banque de l'importateur, la banque de l'exportateur, plus beaucoup d'échanges de documentation. Dans la même veine, c'est un domaine qui touche les acteurs financiers. On a des tests dans l'assurance, la réassurance, où il y a énormément d'acteurs, il faut avoir les derniers contrats à jour entre acteurs. Donc la blockchain, pour ce faire, est extrêmement utile. Et il y a des tests soit chez les acteurs, soit dans le cadre de consortiums de places. C'est quoi les initiatives en général des banques françaises dans la blockchain ? C'est ce genre de choses pour la BFI. On a aussi des tests en cours pour avoir des registres partagés sur l'identification des clients, ce qu'on appelle le Know Your Customer. Donc là, on a des tests en cours avec des solutions qui pourraient être assez intéressantes pour éviter en fait de refaire le KYC banque par banque ou même dans les différentes unités des banques. On sait que parfois le KYC est refait pour un même client avec demande de documents alors que c'est la même banque, mais il y a différentes unités qui interviennent auprès du client. Donc c'est quand même assez lourd à la fois pour la banque et pour les clients. Donc là, le fait d'avoir un registre
registres qui permettent d'avoir une vue partagée et à jour des informations sur un client, avec l'accord du client bien évidemment, serait tout à fait utile. Donc client corporate, s'agissant de la BFI. Donc voilà le genre de cas d'usage qui pourraient être développés dans le cadre de la BFI. On a aussi des choses assez intéressantes, alors forcément ça nous passionne en tant que superviseur, sur le suivi de la réglementation, parce qu'on sait que la réglementation elle devient de plus en plus complexe et très granulaire, et il y a différents niveaux de réglementation, française, européenne, BAL, etc. Donc il y a des plateformes qui développent des solutions qui tiennent à jour en fait la réglementation, qui montrent les changements intervenus dans les textes, qui permettent d'effectuer des requêtes et d'avoir des réponses intelligentes, donc à base d'intelligence artificielle. Donc ça nous intéresse beaucoup. C'est ce qu'on appelle la RegTech, et avec la Banque de France qui a mis en place un lab, on va essayer de travailler avec des startups sur ces sujets. On est dans la désintermédiation ou pas, Adrien Badevant, quand on parle de blockchain? Ce qui est très intéressant, c'est que si vous reprenez l'histoire de l'Internet, qui est d'origine militaire et universitaire, il y avait une volonté de désintermédiation. Et ce qu'on a constaté avec ce qu'on appelle communément les GAFAM, Google, Apple, Facebook, c'est qu'il y a un oligopole de plateformes, donc il y a une forme de réintermédiation. Ce qui est très intéressant avec la blockchain, c'est qu'on est en train de dire qu'on va créer de la confiance décentralisée, et il faudra voir dans les prochaines années si on n'est pas en train, en réalité, de répéter le même mythe, qui est un mythe aussi avec des origines hippies, et qui est un mythe libertaire, le techno-manifesto anarchie, enfin toutes ces choses-là, qui est en train de dire bon, il y aura plus confiance dans il y aura une confiance dans la machine parce que l'homme est un être subjectif et il ne faut pas lui faire confiance, confiance décentralisée, mais en réalité, comme vous le savez sûrement, il y a différents types de blockchains. Il y a des blockchains qui s'appellent des blockchains publiques, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un protocole qui fonctionne de manière décentralisée sans qu'il y ait un élément de contrôle qui soit dans les mains d'un consortium en particulier. Et puis il y a des blockchains, au contraire, qui sont privées. C'est le cas notamment de la blockchain Ripple, pour ceux qui la connaissent, qui est un consortium d'institutions dans le domaine de la banque et de la finance. Et donc en réalité, désintermédiation, la question est très bonne, c'est est-ce qu'on ne va pas constater dans 5 ans qu'il y aura une forme de réintermédiation avec en réalité, tout comme avec les GAFAM, une forme d'oligopole et avec des cartes qui ne seraient pas aussi bien rebattues et avec des petits poissons qui seraient mangés par des gros poissons, pour reprendre l'image. Donc c'est un marché prometteur dont on dit qu'aujourd'hui qu'il est encore peut-être assez peu mature, assez risqué encore. Il faut attendre. Alors je ne suis pas futuriste et je ne voudrais pas additionner au nombre d'experts, pseudo-experts qui pensent prédire la blockchain. C'est très difficile. En attendant, je trouve que les cas d'usage ont l'air assez formidables. Et ça pose aussi des questions réglementaires inédites, parce que si on constate bien tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train de parler d'enjeux éminemment régaliens. On a parlé de souveraineté numérique, et on est en train de savoir comment on va réussir à être moderne dans la façon dont on aborde ces enjeux régaliens en décentralisant. Donc c'est très drôle parce que le régalien par essence ne décentralise pas, on est dans quelque chose qui est éminemment central. Et un deuxième aspect que je voulais vous dire, c'est que de manière réglementaire, il y a des questions qui vont être assez fabuleuses pour faire le lien entre les différentes parties de ce débat de ce soir. On a parlé au départ des données, maintenant on parle de la blockchain. Si dans une chaîne de blocs, vous inscrivez des données, notamment des données à caractère personnel, se pose la question de la compatibilité d'une technologie comme la blockchain avec le règlement européen sur les données. Parce qu'il y aura des questions de consentement, il y aura des questions de responsabilité des traitements, il y aura des questions de droit d'accès à ces données et, pour vous donner un exemple qui est un peu trop caricatural mais qui frappe l'esprit, le droit à l'oubli. Vous voulez, dans une chaîne de blocs sur l'état civil, dire qu'à un instant T, vous étiez marié et le lendemain, vous étiez divorcé. Certes, la chaîne de blocs peut être mise à jour, mais la première donnée sur votre état marital originaire est toujours conservée. Or, si vous faites une demande de droit de suppression, en l'état, ce n'est pas applicable. Donc se pose la question de savoir s'il faut mettre dans la chaîne de blocs des données à caractère personnel ou seulement ce qu'on appelle des hashes, c'est-à-dire des références chiffrées de ces données qui seraient stockées ailleurs par les acteurs. Donc vous voyez, les questions sont technologiques, réglementaires, juridiques, économiques, et vous pouvez que aborder ces enjeux passionnants de manière pluridisciplinaire pour pouvoir avoir une chance d'avoir un véritable impact dans ce secteur. Ouais, on va enchaîner justement sur tous ces risques
impact éthique, question éthique, impact environnementaux. D'ailleurs, tout à l'heure, nous en parlait Stéphane Giordano dans son préambule. Et c'est vrai, Pierre Delauzin, quand on parle d'intelligence artificielle, certains ont des craintes, évidemment, de voir la machine remplacer l'homme, de voir des métiers disparaître, de voir l'éthique balayée. Quelle réponse apporter? Sur les data, il y a aussi une dimension politique aussi, importante à souligner. Sur les data. Il y a évidemment des dimensions tout à fait considérables qui vont des philosophiques aux politiques, mais sur l'intelligence artificielle, en soi-même, ça prolonge des activités humaines ou des supériorités humaines qui existaient déjà. Donc c'est très important pour les acteurs concernés. Il n'est pas évident que ça change radicalement. Ça pourrait changer radicalement si le mot était pris au pied de la lettre, c'est-à-dire si c'est une vraie intelligence, ce qui n'est pas le cas. Pour le moment, une puissance de calcul et une intelligence, c'est deux choses complètement différentes. On emploie très abusivement le mot intelligence au-delà de son sens. Donc, tant qu'on n'en est pas à ce stade-là, il peut y avoir en revanche des effets assez importants en termes de structure économique d'entreprise et puis en termes d'emploi, comme je l'indiquais tout à l'heure. Parce que le raisonnement qui est généralement fait, c'est de dire, depuis 2 siècles ou 3 siècles, il y a eu constamment destruction d'emplois et recréation d'emplois. Donc, ça se produira à l'avenir. Le donc n'est pas démontré. Oui, bien sûr, c'est possible. Et puis le contraire est possible aussi. On ne le sait pas, en fait, concrètement. Donc, il est tout à fait concevable qu'il y ait des destructions beaucoup plus importantes d'emplois qui ne sont pas compensées, au moins pendant une période, ce qui est politiquement très important, par des créations dans d'autres domaines. Parce que l'essentiel des créations d'emplois des GAFA, en gros, c'est dans les livreurs. Le gros des créations d'emplois était dans ce domaine-là. Donc il y a eu ces créations quand même. Enfin, la création des livreurs n'est pas à la hauteur de la révolution qu'apportent ces nouveaux produits. Je prends simplement le cas d'Amazon. Il est clair qu'on a remplacé des emplois à valeur ajoutée de libraires par des livreurs. Alors, le client, moi je suis client d'Amazon, donc je ne crache pas dans la soupe, mais je reconnais que c'est vrai que ça pose un problème, et je dirais presque un problème de composition sociale dans ce cas-là. Et même si on arrivait à démontrer qu'il y a assez de livreurs, ce qui n'est probablement pas le cas aujourd'hui, mais qu'il y avait assez de livreurs pour compenser, remplacer une société de libraires par une société de livreurs n'est pas d'un changement important. Et donc ça peut se généraliser à d'autres domaines. Dans le domaine financier, il peut y avoir le même genre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'il y a une minorité de maîtres du monde à la façon des GAFA ou des patrons des GAFA et puis le reste largement automatisé où l'emploi disparaît ou est remplacé par des emplois beaucoup plus modestes. C'est concevable. Je ne dis pas que ça se produira, mais c'est concevable. Alors en plus, évidemment, il faut rajouter que tout ça se complique par le fait de la mondialisation qui fait que les gens ne sont pas à armes égales par rapport à ce type de problème. Autrement dit, vous pouvez avoir en compétition des gens offrant des services extrêmement différents. Moi, j'étais à Budapest pour l'OICV, IOSCO, les régulateurs de marché au niveau international. Et je suis tombé sur les gens de BlackRock qui m'ont dit qu'ils allaient transférer une grande partie de leur activité, de développement d'activités qui étaient à Bangalore, à Budapest. Parce que c'était plus intéressant, finalement, et moins cher à Budapest. Et donc, c'est complètement inattendu. Autrement dit, vous complexifiez le problème de la compétition par la compétition entre les pays. Et ce n'est pas toujours ce à quoi vous attendez. Nathalie Beaudemoulin. Juste sur l'emploi, c'est vrai que c'est très difficile de prédire l'impact quantitatif sur l'emploi, mais il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Observatoire des métiers bancaires avec la Fédération bancaire française et qui a travaillé plutôt sous un angle, avec le cabinet Atling, sous un angle modification des types de compétences cognitives des personnes qui travaillent dans le domaine de la banque. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, finalement, les experts qui connaissent extrêmement bien les normes, etc., c'est des fonctions qui vont peut-être être un petit peu moins demandées puisqu'il y aura des capacités à chercher sur des plateformes d'intelligence artificielle, etc., les réponses aux questions des clients. Par contre, il y aura besoin de davantage de capacités d'adaptation, travail en équipe, anticipation, finalement des qualités comportementales de la part des collaborateurs. Et ça, c'est intéressant. Et puis des nouvelles compétences comme en data science, etc. Les métiers vont vraiment bouger, justement. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la montée en puissance des fintechs, ça ne pousse pas les acteurs historiques, les acteurs traditionnels à aller plus vite quelque part dans leur transformation? Je
pense que oui. Donc on est clairement dans une logique en France de coopération entre les acteurs innovants et les acteurs français, mais il y a une pression aussi avec le passeport européen entrant sur le territoire français. Alors bon, je suis plus sur le retail, mais on a des nouvelles banques comme 26, hein, qui captent une part importante de la nouvelle clientèle. C'est une banque allemande qui passeporte en entrée en France, hein, et qui développe tout un tas de services. Et ils ont un agrément d'établissement de crédit, hein, de banque, délivré par la Banque Centrale Européenne. Donc ça peut aller assez vite. Et je pense que oui, aujourd'hui, les fintechs sont un aiguillon assez puissant pour la transformation des banques françaises. Tan Long Nguyen, vous avez travaillé justement sur ces nouveaux usages, ces nouveaux métiers, ces nouveaux profils, comment les différents métiers se transforment, l'impact des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle sur la gestion d'actifs. Oui, absolument. Donc, sur ces 20 années de carrière, même en investissement, j'ai vu les profils varier. Dans les années 90, 2000, on parlait des profils justement des financial derivatives. Et maintenant, les profils qui sont surtout recherchés, ce sont les profils de data scientist, par exemple. Ce qu'on voit également, c'est que même dans les banques d'investissement, je pensais notamment aux US, on a presque l'impression de voir des sociétés maintenant technologiques, où vous avez vraiment de très grosses équipes technologiques, des équipes aussi de data scientists, donc d'intelligence artificielle. Donc, d'un côté, cela crée des nouveaux métiers, mais d'un autre côté, aussi, avec l'automatisation, ça réduit aussi d'autres métiers, type, par exemple, l'analyse financière. C'est quoi les exemples réussis de numérisation des services vis-à-vis à la fois des clients et vis-à-vis des collaborateurs, justement, sur ces nouveaux métiers? Qui peut m'en parler, justement, de ça? Est-ce qu'un vent nouveau, finalement, ne souffle pas sur la banque, toujours sous la pression des fintechs? Nathalie Beaudemoulin, s'il vous plaît. J'ai des exemples aujourd'hui, alors ça concerne quelques établissements, mais bon, on a quand même aujourd'hui des chatbots intelligents qui ont été mis en place pour conseiller les collaborateurs, notamment dans la recherche de documentation normative, et qui leur permet d'aller beaucoup plus vite pour conseiller le client. Alors c'est vrai que ça demande un certain travail en amont, hein. C'est pas des choses qui se mettent en place si facilement que ça, parce qu'il faut avoir un corpus de normes bien balisé, bien homogène, et puis apprendre finalement à la machine, à l'algorithme, à répondre aux questions qui vont être posées le plus fréquemment par le conseiller ou le collaborateur. Donc on voit ce genre de choses tourner vers le client. On voit aussi ces choses-là plus en interne, en fait, comme outil de gestion RH, gestion des carrières, etc. Donc c'est vraiment des choses qui se répandent et qui peuvent être vraiment utiles pour avoir des conseillers augmentés ou des collaborateurs augmentés, leur permettre de rechercher de manière plus efficace dans les textes, les règles, etc., les réponses. Et il y a tous les talents, là, en France, justement, toujours la difficulté d'attirer ce type de profil un petit peu différent. C'est pas si facile. Nous, à la Banque de France, on a des data scientists et on a mis en place une formation spéciale interne de data scientists parce que c'est pas du tout évident de les recruter. On a quelques experts blockchain aussi parce qu'on a fait, on a monté le projet Madré, hein, qui fonctionne, qui est en production, hein, de blockchain, de délivrance des identifiants SEPA. Donc c'est un des premiers projets blockchain qui fonctionne sur le marché. Mais on a quelques experts maison blockchain et pour faire ce projet, on a travaillé avec une fintech pour essayer de bien capter cette méthodologie. Mais on sait qu'ils sont très courtisés. Donc voilà, il y a une concurrence importante sur ces nouveaux métiers. Et puis, il y a pas mal de jeunes diplômés qui partent aussi vers les GAFA ou qui créent, on voit aussi même des gens alors, de la CPR qui sont partis dans des startups. Donc, drame. Et est-ce qu'on croise dans les couloirs de la Banque de France, finalement, des nouveaux uniformes, fini le costume, les mocassins, maintenant jeans et baskets? On voit ça à la Banque de France? Oui. Clairement. Les informaticiens ont toujours été très cool, hein, de toute façon, mais ils sont... Voilà, ça vient presque vers les métiers du contrôle. Mais bon, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais on voit bien que même des gens qui finalement rentraient à la Banque de France, on a 2 cas de jeunes personnes qui sont restées 2-3 ans, ils sont partis dans des fintechs. Donc voilà. Pour terminer, avant qu'on conclue puis qu'on vous donne la parole, revenir juste sur les risques, hein, parce que c'est vrai, on l'a abordé à plusieurs reprises, risques éthiques, environnemental, juridique, cybersécurité.
Sur quoi il faut faire porter l'effort, particulièrement Adrien Badevant? Donc, est-ce qu'il y a pas un risque géopolitique aussi, quand on parlait de souveraineté numérique aussi? Alors, je pense que les grands Un risques, enjeu plutôt qu'un risque, ouais. c'est en fait, il faut continuer à interroger démocratiquement l'usage des technologies. Et donc, ça, c'est un risque qui est en fait enfin, si ces technologies échappent au débat démocratique, si on s'en remet à eux comme à elles, comme à des nouvelles formes de divinité. Après tout, on parle toujours d'Internet avec un I majuscule. Et puis, dans la blockchain, on parle d'oracle. C'est les bases de données qu'on interroge pour savoir si le smart contract devrait s'exécuter automatiquement. Donc il y a un aspect quasiment divin, voire on déifie un peu les technologies. Et donc il faut les interroger, il faut s'emparer démocratiquement de ces débats, avoir des débats sur le futur du travail dont vous parliez, de formation. Je pense que les gros enjeux, c'est des questions de formation. Et les deux grands autres aspects que je pourrais mettre en avant, premièrement la sécurité. On parlait de concurrence dans les data scientists qui vont à droite à gauche. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, quoi que ce soit votre secteur d'activité, en l'occurrence ici le tertiaire, mais même si vous étiez dans le secteur agriculture ou industrie, primaire et secondaire, vous êtes lié à une base de données ou un système informatique. Donc, par essence, vous devenez, comme vous l'avez très justement souligné, une entreprise de technologie. Si vous êtes une entreprise de technologie, vous avez sûrement besoin de savoir comment valoriser ces données. Si vous avez besoin de savoir comment valoriser ces données, il faut savoir aussi les protéger. Et donc, il y a une énorme question de sécurité. Il y a une question de sécurité parce que demain, je pense que tout est hackable et que le contentieux va être gigantesque par rapport justement à des nouvelles formes de délinquance liées aux nouvelles technologies. Et cela pose aussi des questions pour les décisionnels qui sont dans cette salle, de savoir quels sont les prestataires que vous utilisez. Et là, d'une certaine manière, on revient à votre question de souveraineté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réfléchi forcément où vos données sont collectées, quel sous-traitant peut avoir accès à ces données, et que vous utilisez uniquement dans des domaines d'importance vitale ou dans des secteurs éminemment stratégiques comme celui de la finance, si vous utilisez, quand vous êtes une banque, uniquement des sous-traitants qui n'ont pas les garanties de sécurité ou qui sont uniquement de tel profil, de telle spécificité, il y a quand même des questions assez majeures à se poser. Et là, après, c'est aussi des questions de politique publique. Mais comment être sûr, justement, de ces garanties? Qui peut nous apporter ces garanties? Qui peut nous dire, c'est sûr? Alors, la sécurité en informatique, je pense que c'est un peu comme les principes de théorie scientifique, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est sécure tant qu'on ne s'est pas fait hacker. Donc, il n'y a pas de sécurité zéro. En attendant, il y a des nomenclatures, il y a de la normalisation, il y a des réglementations françaises et européennes en matière de protection des données, qu'elles soient personnelles ou non. Vous avez par exemple une obligation de notifier une faille de sécurité sous 72 heures depuis le RGPD, le règlement européen, sauf si vous avez pris toutes les mesures techniques et organisationnelles en amont pour limiter les fuites de données. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en interne, si vous avez organisé des process pour faire en sorte que si vous vous faites hacker, eh ben, les données étaient chiffrées ou elles étaient dans différents data centers. Voilà, vous voyez bien les questions qui se posent. C'est des questions avant tout stratégiques. Et puis, c'est très intéressant aussi de parler, on parlait des parts de marché de Amazon Web Services et dans le cloud, mais il y a aussi tout simplement les parts de marché. Vous parlez des réseaux sociaux ou même des moteurs de recherche. En fonction des outils que vous utilisez, vous nourrissez des algorithmes par les données que vous émettez, et donc l'open data, d'une certaine manière, renforce les oligopoles existants des acteurs américains. Mais puisqu'on fait de la géopolitique, n'oublions pas l'Asie, qui est tout aussi importante. Vous parlez de délinquance, il y a du potentiel pour des jeunes avocats qui font du pénal également quand on travaille sur cette matière justement de numérique, de digitalisation. Alors j'espère que je n'aurai pas besoin de me reconvertir en délinquant numérique. Non, je parle au contraire. Oui, je pense que c'est les intrusions dans les systèmes informatiques, vous en entendez parler chaque semaine, que ça soit dans des crèches, des hôpitaux, des banques, dans les cabinets d'avocats bientôt. Et puis en réalité, il y a des personnes qui se font déjà hacker, qui ne le savent pas, ou qui ne l'admettent pas, parce que c'est un risque réputationnel qui est gigantesque. Et c'est pour ça notamment que les différentes législations récentes ont obligé à une déclaration à court délai, parce qu'on avait vu que Yahoo, on avait vu que Uber, pendant des années, n'avait pas révélé des failles de sécurité gigantesques. Et le pénal numérique, c'est également dans les blockchains, lorsque vous prenez toutes les données qui sont sur un wallet, c'est quand vous
vous avez dans le contentieux financier boursier des manipulations de cours, et ben vous aurez des manipulations de bases de données, vous auriez des intrusions dans les systèmes informatiques, vous aurez des collectes qui seront déloyales des données des personnes ou qui ne respecteront pas les finalités pour lesquelles elles avaient été initialement traitées. Donc je pense que c'est un champ qui sera assez gigantesque. Aujourd'hui, on est dans une phase de compliance, on parle beaucoup de conformité, mais vous savez, la conformité, après, c'est le contentieux. Voilà. Révolution numérique, un nouvel élan pour la finance de marché. Conclusion d'un mot, et puis un micro va tourner parmi vous. Donc pour poser des questions, pour prolonger le débat, allez-y s'il vous plaît, Nathalie Beaudemoulin. Oui, alors enfin, tu ne vais pas répondre à la question. Oui, sûrement, un nouvel élan, ça je suis d'accord. Simplement, je voulais juste revenir sur un point d'attention intéressant, il me semble, sur l'intelligence artificielle et les algorithmes, notamment les algorithmes auto-apprenants, puisqu'on en a parlé. Parmi les risques qu'on a, c'est les risques aussi liés à la protection des clients. Donc les principes sur lesquels on est en train de travailler dans notre task force de place sur ces sujets-là, c'est vraiment d'avoir une possibilité d'auditabilité et d'explicabilité des algorithmes. Pouvoir expliquer pourquoi tel facteur a pesé plus qu'un autre dans la décision, notamment décision défavorable prise vis-à-vis d'un client, et donc le droit à l'intervention humaine lorsqu'une machine intervient pour faire un scoring, etc. Donc ça me paraît être des principes importants pour que justement le digital soit un nouvel élan pour les établissements bancaires et aussi dans la finance de marché. Nouvel élan, Tan Long Win. Nous, on voit un boulevard d'opportunités, justement, que ce soit en finance de marché ou bien plus loin, en fait. C'est même cross-sectoriel, ça touche en fait tous les secteurs de l'industrie. À la base, on était plus une société fintech, mais c'est vrai que là, on développe des applications cross-sectorielles, que ce soit pour l'assurance, que ce soit la prévision de la congestion routière. Là, on vient de la faire pour les routes d'Île-de-France. Donc, on touche à la Smart City. Également, je dirais, ce qui est très important aussi, c'est que l'intelligence artificielle aussi, ce sont des outils extrêmement dangereux. Et ce que je veux dire par là, ce qui est très important aussi, c'est l'éthique qu'on a et la vision qu'on a de la, par exemple, de la société. Qu'est-ce qu'on souhaite en faire? Parce que si vous voyez, par exemple, à partir de n'importe quelle image, nous, on est capable maintenant de vous détecter n'importe quelle construction, mais surtout la fonctionnalité de la construction. Est-ce que c'est du résidentiel? Est-ce que c'est un hôpital, un commissariat, un aéroport d'hangar, une Jeep, etc. Et bon, notre objectif, c'est d'en faire des applications civiles. Mais il peut y avoir aussi d'autres applications beaucoup plus dangereuses. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire aussi, ça peut être des outils dangereux. Ouais. Un boulevard d'opportunités, Adrien Badevant, quand on parle de la finance de marché. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur la collecte éthique, qui sera un boulevard d'opportunités si la façon dont sont traitées les données sont très respectueuses des libertés individuelles, non pas seulement pour le risque de sanction, parce que je pense que c'est une approche qui n'est pas très constructive, la peur, mais c'est plutôt en avantage compétitif. On voit aujourd'hui qu'il y a certains acteurs dominants dans le domaine de l'Internet qui ne font pas attention à la façon dont sont gérées les données. Et si on fait un parallèle avec l'environnement, il risque d'avoir des effets secondaires assez importants. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait de la pollution dans ce big data, dans cette collecte massive. Il faut, je pense, former en interne au maximum pour construire une évolution, une révolution qui soit aussi bénéfique pour tous que possible. Avant les questions, le mot de la fin avec Pierre Delauzin, donc co-organisateur de ce forum au nom de la MAFI. Ce qui vient d'être dit, je m'associe à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord. Il est évident qu'il y a un monde d'opportunités, mais il y a un monde aussi de questions renouvelées, parce qu'on voit bien, si je prends par exemple la collecte de données, leur traitement sur le fonctionnement des marchés, vous voyez bien que vous pouvez améliorer le fonctionnement des marchés dans la mesure où la qualité de l'information, au moins dans cette partie des acteurs, peut être meilleure. Et si la qualité de l'information est meilleure, le marché peut fonctionner mieux. Et d'un autre côté, vous voyez bien que comme il y a aussi une dimension agonistique, il y a une dimension de concurrence, vous pouvez au contraire accroître certains des biais croissants du marché, c'est-à-dire la différence de traitement entre les acteurs, donc un problème d'intégrité, et je dirais même le problème de la signification même du marché. Si vous admettez que le marché est une confrontation entre des émetteurs et des investisseurs avec une analyse sur le futur de projet,
vous pouvez dériver sur des choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec ça. C'est le principal reproche, par exemple, qu'on faisait au trading haute fréquence, mais vous pouvez le faire à l'ensemble de systèmes élaborés qui peuvent donner un sens différent au fonctionnement du marché. Donc vous avez les deux. Et la question, elle subsiste, c'est des questions de type éthique ou autre subsistent, simplement, évidemment, elles s'appliquent à des objets qui, eux, ont évolué. Et donc, il y a besoin de renouvellement important et puis d'une appropriation, effectivement, par la population, par les politiques, de ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose de très différent. Je prends par exemple un exemple simple, l'image graphique du territoire qui correspondait assez nettement autrefois à ce qui était contrôlé. Maintenant, il y a une espèce de territoire virtuel. Le territoire virtuel des États-Unis est massivement plus important que l'apparence géographique. Et donc, on l'a vu avec des problèmes avec des banques européennes sur des applications de sanctions. Vous pouvez appliquer ça à des domaines tout à fait différents, et notamment au domaine dont nous parlons ici. Il est clair que si les problèmes qu'a eu Facebook, qui permettaient au Sénat américain et à la Chambre de convoquer le patron de Facebook et de le mettre sur le grill, est-ce qu'il y a la même possibilité dans d'autres zones du monde? Ce n'est pas du tout évident. Donc on n'est pas du tout dans le même jeu. Autrement dit, les différenciations et les déclivités sont beaucoup plus marquées qu'elles ne l'étaient dans le monde antérieur. Très intéressant, en tout cas, la plupart de ces points qu'on a abordés, c'est dans le hors-série de la revue Banque. Question désormais, puis réponse de nos 4 amis. Qui prend la parole en premier? Vous avez... Alors attendez, tiens, Pierre, est-ce que vous pouvez me passer le micro? Faites-moi signe et puis on va vous passer le micro. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire le tour pour passer le micro. Alors, ne vous sauvez pas. Madame, donnez-nous... C'est pour passer le micro. Oui. Ah, monsieur au fond, voilà. Il faut toujours un premier, et puis vous allez voir après, le deuxième, le troisième, ils vont se battre. Monsieur, présentez-vous, question. Voilà, je suis Philippe Martinet, je travaille sur les banques, les marchés financiers, je suis très intéressé par le sujet. Je voudrais avoir un peu la position peut-être de chacun sur la régulation du Bitcoin. On en parle beaucoup, à l'étranger ça commence à bouger. Quelle est la position actuelle et qu'est-ce que vous voyez peut-être d'ici un an? Alors, Nathalie Beaudemoulin, donc au nom de la CPR, l'autorité régulatrice à la Banque de France. Alors, c'est un sujet assez complexe. Donc aujourd'hui, sous la directive sur les services de paiement, la première et la deuxième directive, donc, qui a été transposée le 13 janvier dernier, on régule en France les plateformes qui font des activités d'échange de Bitcoin contre cash. Voilà. Au titre des services de paiement et au titre de la branche cash, parce qu'elles ouvrent des comptes de paiement sur lesquels du cash est versé. Donc c'est considéré comme des services de paiement. C'est le cas de la position d'autres autorités européennes, notamment le Luxembourg, qui a agréé une plateforme. Nous, on en avait agréé une qui est partie depuis. Donc voilà la position. Après, ça, c'est un volet service de paiement qui inclut la lutte anti-blanchiment. Après, il y a un volet anti-blanchiment qui existe aujourd'hui sur ces plateformes, qui a été pris en pré-transposition de la 5e directive anti-money laundering, anti-blanchiment, donc qui va s'appliquer sur les plateformes et les porte-monnaies des solutions de garde de clés cryptographiques liées à des monnaies virtuelles. Donc on en est là. On est sur un volet paiement, mais que sur la branche cash, et un volet anti-blanchiment sur certaines activités. Il n'y a pas un cadre global français ou européen sur les prestataires en cryptoactifs, mais c'est un sujet sur lequel l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France, M. Landau, travaille à la demande des autorités gouvernementales pour produire un rapport. Donc voilà l'état du sujet. Juste, Nathalie Beaudemoulin, il y a eu beaucoup de fantasmes autour du Bitcoin. On a prouvé, on a montré le lien de cause à effet. Est-ce que c'est un outil de blanchiment? Franchement, est-ce que ça a pu être un outil de blanchiment ou pas? Oui. Oui. Non, mais je vous pose la question, très bien, que ça soit bien clair aux yeux de tous. Et bien oui, sûr. C'est un outil de blanchiment, de financement de l'économie parallèle, voire pire, bien sûr, oui. Pas d'accord, Adrien Badevant? Ça En peut partie, l'être. enfin oui, ça l'a été. Il y a des cas avérés qui ont été relevés. Et en fait, le dispositif de blockchain public
est construit sous forme de pseudonymat, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne divulgue pas son identité. Et la CPR a pris une sanction publique il y a plusieurs mois, années même, contre justement un établissement de paiement qui avait pour agent une plateforme de Bitcoin, d'échange de crypto, et donc on n'avait pas d'identification du client, et l'identification du client est la base fondamentale des activités financières. Donc voilà. Adrien va devant l'avocat, et juste après, Pierre Delozin, là, ma fille. Je voudrais uniquement préciser que ça peut l'être, comme d'autres moyens peuvent l'être. Mais premièrement, ça n'a pas été quantifié encore. Donc ça, c'est important de le dire quand même, parce que sinon, ça laisse une empreinte qui est un peu trop technosceptique. On se fait beaucoup de fantasmes sur le Bitcoin. D'ailleurs, la question qui a été posée était la question de savoir comment allait évoluer le Bitcoin. La question, c'est comment va évoluer la blockchain. La Bitcoin n'est qu'une crypto-monnaie comme il en existe beaucoup d'autres, l'Ether, enfin il y en a une quantité. Et donc ce qui est assez intéressant dans votre question et dans cette réponse également, c'est que on parlait beaucoup de pédagogie, c'est des sujets qui sont éminemment complexes et plus on lit dessus, plus on a des difficultés à appréhender quelque chose qu'on défriche tous les jours. Mais une des choses que je me permets d'éclairer un tout petit peu, c'est que donc il faut distinguer la blockchain du Bitcoin et pas interchanger ces deux mots qui sont différents. La blockchain est une technologie, un ensemble de technologies. Le Bitcoin est une application. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il peut avoir des risques qui sont notamment en matière de blanchiment d'argent, ceux qu'on peut connaître dans le domaine de la lutte AML, financement de terrorisme, etc. Il faut uniquement préciser, tout comme avec l'argument énergétique, aujourd'hui de dire que c'est une technologie, la blockchain, qui consomme beaucoup d'énergie, qu'il n'y a pas eu d'étude actuelle qui permet de quantifier précisément les proportions de ces occurrences. Donc il y a des occurrences, je ne le nie pas, je dis juste qu'il faut, pour ne pas avoir une approche qui soit dans la peur et dans le technoscepticisme, voilà, dire lorsqu'on parle de s'il y a des chiffres qui ont été officiellement publiés à ce sujet ou non, et en l'occurrence, à ma connaissance, peut-être que quelqu'un d'autre pourra compléter le cas échéant et je serais ravi de l'apprendre, mais je ne sais pas encore comment on pourrait estimer la proportion de blanchiment par rapport à l'usage de ces technologies. Pierre Delozin. Oui, je ne vais pas m'étendre sur cette dimension-là. Je rappellerai simplement qu'il y a un objet qui permet à l'économie parallèle de fonctionner, qui s'appelle le billet de banque. Il y a marqué dessus BCE, mais il n'empêche que rien n'indique dans le billet de banque ni qui a payé, ni qui reçoit. C'est complètement libre. Donc, et c'est beaucoup plus développé que le Bitcoin. Donc, et beaucoup plus à la portée de n'importe qui. Donc, il faut relativiser, je veux dire, par rapport. C'est pas nécessairement complètement nouveau. Moi, j'ai eu deux expériences amusantes sur le Bitcoin au mois de mai, en le hasard en voyant deux séries d'autorités internationales. Au niveau du Conseil de stabilité financière, le réflexe était de dire c'est pas notre problème, c'est trop petit. Pour la stabilité financière, ça ne compte pas. Ça comptera peut-être un jour, mais ça ne compte pas. Et du côté des superviseurs de valeurs mobilières, les équivalents AMF, c'était au contraire, ah mais ça c'est extrêmement important, notamment en termes de protection de l'investisseur. Parce qu'il est tout à fait essentiel de savoir si l'investisseur voit ce qu'il fait. Alors dans le cas d'une valeur mobilière ordinaire, c'est est-ce qu'il sait ce qu'est une action, est-ce qu'il a une information suffisante sur l'entreprise, sur le marché, ainsi de suite. Dans le cas du Bitcoin, c'est quoi l'information ? Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ? Justement, l'information sur ce qu'est le Bitcoin, elle n'est pas disponible puisque l'algorithme n'est pas disponible. Donc, ça pose un problème de principe de ce point de vue-là. Alors, tant que c'est petit, ça ne pose pas de problème. Alors, vous pouvez expliquer aux gens, en mettant des têtes de mort, qu'on ne sait pas trop quel est le produit, mais au-delà de ça, le fait est qu'il joue avec quelque chose que le contrôleur ne peut pas évaluer de façon simple. Donc ça pose un problème de principe considérable, mais en termes de stabilité assez faiblement. Alors après, pour que ça devienne une monnaie, il faudrait plusieurs conditions, mais il y a pour le moment un problème majeur, c'est tout simplement ces fluctuations. C'est-à-dire que la fluctuation des valeurs de l'euro ou du dollar par rapport au panier ordinaire de biens et services est assez faible, puisque l'inflation est négligeable. La fluctuation de valeur du Bitcoin par rapport à un panier de biens et de services est totalement démentielle. Donc utiliser ça comme monnaie ne paraît pas complètement évident, où il faudrait gagner la concurrence de telle manière à ce que ce soit le dollar ou l'euro qui fluctue massivement et le Bitcoin qui soit stable par rapport au panier de la ménagère.
Bon, on peut imaginer, mais enfin, on en est assez loin. On va attendre, hein, bien sûr. Autre question, s'il vous plaît. Non. Je vois pas tout le monde. Hein. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Jean-François Ponce, consultant. Je voulais poser une question sur le sandbox, ou la sandbox, hein, parce que ça a été mentionné. De quoi s'agit-il exactement? J'aimerais comprendre. Est-ce que c'est une espèce d'autorégulation contrôlée par le superviseur? Enfin voilà, je comprends que ce n'est pas vraiment de la régulation et qu'on ne laisse pas quand même les gens faire n'importe quoi. Si on peut m'éclairer, je serais content. Alors, je peux peut-être répondre, parce que j'en ai pas mal parlé avec mes collègues anglais. Alors, les Anglais, ils sont très forts pour faire des choses marketing dans le domaine de la supervision. On a une marge de progression, j'en conviens. Alors, la sandbox, c'est un espace de test qu'ils ont ouvert au niveau de la FCA UK pour pouvoir lancer des produits innovants sur un nombre réduit de consommateurs avec une régulation adaptée. Donc on est venu vers eux pour bien comprendre si cette sandbox, finalement, c'était hors régulation ou pas. Et ils nous ont quand même bien expliqué que c'était avec une régulation adaptée. Notamment, en fait, par exemple, dans le domaine du paiement ou de la monnaie électronique, on a compris qu'ils délivraient un mini-agrément quand même aux acteurs qui allaient proposer pendant une durée limitée et sur un nombre limité de consommateurs un instrument de paiement ou de monnaie électronique. Donc c'est pas du tout, comme on avait pu le croire au départ, un espace complet de tests et de dérégulation. Et voilà, et ça ressemble, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, ça ressemble, et même on a été plus loin en France en offrant une fenêtre réglementaire à la blockchain pour les titres non cotés, ce que personne d'autre n'a fait ailleurs. Donc voilà, c'est une forme d'initiative, mais vraiment assez largement sous contrôle. Et bien sûr, les acteurs qui rentrent dans cette sandbox n'ont pas le passeport européen, ne peuvent pas travailler en France. Voilà. Alors, j'espère qu'on continue de répondre à vos questions. Monsieur... Ah, alors, voilà, allez-y. On viendra vers vous après, monsieur, hein, pas de souci. Oui, bonjour, Pierre Ossage, je suis pharmacien. Je voulais savoir s'il y a des expérimentations de blockchain dans le financement de la sécurité sociale ou de la santé. Et ça servira à quoi aussi? Voilà. Alors, à quel usage? Qui peut répondre à ce monsieur pharmacien? Oh là, tout d'un coup. Alors, Adrien, bas devant. L'État réfléchit actuellement et lance notamment des appels d'offres pour voir comment la blockchain pourrait avoir des cas d'usage pour la modernisation des services publics. Alors, précisément dans le financement de la sécurité sociale, je n'en ai pas entendu parler à ma connaissance, qui n'est pas exhaustif parce que c'est des domaines qui évoluent très rapidement et c'est possiblement en train d'exister quelque part, mais il y a des questions qui se posent de manière large dans le secteur public et effectivement, c'est une question très pertinente. Il n'y a pas uniquement les domaines privés qui vont être certainement bouleversés par ces enjeux. Et dans les domaines publics, il s'agirait de savoir également si on a affaire à des blockchains qui soient publics ou privés ou hybrides, un mélange des deux. Et ça va poser d'énormes questions, comme on l'a relevé tout à l'heure, parce que par essence, le public relève souvent du régalien. Et c'est un peu paradoxal ou antinomique de parler de décentralisation et de régalien à la fois. Mais pardon, concrètement, ça servira à quoi d'utiliser la blockchain, par exemple, pour la sécurité sociale ou un autre système de financement? Ça apporte de la sécurité, bien sûr, on l'a vu, de la rapidité. Est-ce que ça va contribuer, est-ce que ça peut contribuer à mieux gérer, justement, éventuellement à faire réduire ce trou de la sécurité sociale, puisque c'est l'éternelle question depuis vaguement une quarantaine d'années maintenant. Je vois que vous avez trouvé un thème pour la prochaine réunion, parce que c'est un workshop, il faut qu'on réfléchisse à pendant plusieurs heures. Je n'ai pas une solution en 5 secondes à vous livrer, sinon je pense que je serais déjà très fortuné. Mais la question est de savoir, notamment dans le domaine du secteur public, si on peut éviter la redondance de la fourniture d'informations, c'est-à-dire une fois qu'on a donné une information à quelqu'un, au lieu qu'on passe d'une administration à une autre et qu'il y ait une perte de temps et d'efforts, etc., que ça soit vérifiable de manière assez rapidement. Par exemple, êtes-vous un individu majeur, mineur? Êtes-vous quelqu'un qui a une qualité d'investisseur agréé? Voilà. Ça, c'est des choses qui pourraient, par exemple, être dans des bases de données et dont une empreinte, un hachage serait présente dans une blockchain publique et qui permettrait de fluidifier le fonctionnement de certains mécanismes aujourd'hui, notamment dans le secteur public. Alors,
Autre question, monsieur, là-bas, à côté de la colonne. Oui, bonsoir, Bernard Drouy du cabinet de conseil Protivity. Alors, j'ai une question encore sur la blockchain. Précisément, on a l'impression, effectivement, enfin on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé ce soir. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses, parce que est-ce qu'on parle de, et vous avez parlé à l'instant de blockchain privée et de blockchain publique, parce que la blockchain c'est une technologie, on peut l'imaginer, comment dire, je vais l'utiliser de façon assez privative dans une entreprise à la limite, comme on utilise une base de données dans le passé. Alors, est-ce que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire de nouvelles applications liées à cette technologie qui présente des avantages, ce qui finalement serait quelque chose, une évolution, mais peut-être pas une révolution, ou est-ce que, quand on parle de ce potentiel, comme vous l'évoquez ce soir, c'est une sorte de nouvelle infrastructure comme Internet, où finalement on aurait une sorte de vérité des données réparties sur la planète dans différents serveurs, avec les avantages de l'Internet, c'est-à-dire que si un nœud disparaît, c'est pas grave, l'information est quand même valide, intègre et conservée. Donc ça, ce serait une première question. Une deuxième question, ou un commentaire que vous aviez évoqué tout à l'heure, madame de la CPR, sur le côté finalement bien public, en citant, je crois, le KYC ou l'AML. C'est vrai, avec la duplication des demandes pour les clients. Là aussi, il y a un vrai sujet qui, me semble-t-il, est assez clé aujourd'hui, c'est qui doit prendre en charge ces aspects-là. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'État, la BCE, le régulateur, une autorité supranationale qui, sur un certain nombre de sujets, devrait utiliser les nouvelles technologies, type blockchain ou d'autres, pour être finalement le garant de l'information véritable. Typiquement, le Know Your Customer que vous citiez, je crois, il serait intéressant que ce ne soit pas dépendant de tel ou tel établissement financier, mais qu'une annexe comme un consortium pour les cartes bancaires puisse être le point central. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais challenger mon banquier dans sa politique commerciale si je vais voir la BNP, Société Générale ou la Banque Postale. Ils n'auront pas les mêmes moyens de gestion, la même politique même de compliance. C'est complètement inefficace du point de vue de l'intérêt général. Et enfin, un commentaire personnel, vous me pardonnerez, je terminerai par là, à propos de, et c'est peut-être une question pour monsieur l'avocat, c'est que moi j'ai un enfant qui est en 3e là, et qui attend les résultats à Folnet. À Folnet, c'est la sélection des lycées pour entrer au lycée pour l'Académie de Paris. Et bien typiquement, les parents d'élèves se battent pour essayer d'avoir une explication sur l'algorithme, et on ne le connaît pas du tout. Le rectorat ne nous le donne pas, les principaux de collège sont incapables de répondre aux questions. Donc c'est une totale blague noire. Pour moi, c'est un total déni de démocratie, mais on semble vivre avec ça et l'accepter. Ça préfigure peut-être déjà un monde orwellien que vous citiez. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, Bon. Adrien vous répondra après. Allez-y, Ouais, Nathalie alors, Beaudemoulin. je vais répondre déjà peut-être un petit peu sur les deux premiers cas. Pour les cas d'usage que j'ai cités, pour la banque ou même l'assurance, on est sur des blockchains permissionnées, c'est-à-dire avec identification des acteurs qui détiennent chacun un nœud de la blockchain et une gouvernance relativement centralisée par un établissement. Et ce qu'on a mis en place à la Banque de France, c'est pareil, c'est une blockchain permissionnée et c'est la Banque de France qui gère le code, donc ça rétablit une autorité centrale. Voilà, c'est plus ça qui est en vogue aujourd'hui, donc dans les tests en matière de registre partagé. Après, il y a peut-être des opportunités d'avenir sur des blockchains 100% publics, mais dans le domaine financier, on n'en est pas totalement là aujourd'hui. Après, sur l'aspect connaissance des clients, alors là, forcément, nous, à la CPR et à la Banque de France, on est quand même assez en faveur d'une identité numérique régalienne nationale. Et donc, il y a une mission interministérielle qui a été débutée il y a quelques mois en vue de travailler sur cette identité numérique et donc d'upgrader France Connect, qui permet d'identifier aujourd'hui, pour être conforme au niveau le plus élevé de l'identité numérique telle que définie dans le règlement européen EIDAS sur l'identité électronique, l'identité numérique et la signature électronique. Donc il y a vraiment un projet en France aujourd'hui de ce point de vue-là. Et peut-être qu'une étape après serait que les acteurs financiers puissent accéder à cette identité numérique nationale quand elle sera développée. Alors, Adrien Badevant, l'avocat, justement, tout à l'heure, donc sollicité par ce parent d'élève, justement, et on souhaite le meilleur pour votre fils en 3e pour son affectation. Déni de démocratie ou pas? On ne comprend pas toujours les algorithmes. Alors sur la black box, c'est assez passionnant le débat que vous soulevez, qui est d'ailleurs la conclusion que vous avez introduite tout à l'heure sur la possibilité d'auditer ou en tout cas d'interroger le fonctionnement d'algorithmes.
C'est un algorithme, donc, j'imagine, développé par une entité publique, ou à vérifier, mais c'est très proche du coup du cas pour l'algorithme qui s'appelle aujourd'hui Parcoursup et qui s'appelait auparavant APB pour admission post-bac et qui répartissait au sein du territoire français les étudiants à l'issue de leur baccalauréat pour savoir s'ils allaient faire médecine à Poitiers, sociologie à Rennes, etc. Et en réalité, c'est assez intéressant de savoir comment fonctionnent ces algorithmes. C'est la question que vous soulevez, c'est comment je peux les interroger, voire les contester si jamais on revient sur la question, par exemple, du critère discriminatoire qui pourrait y être inséré. Et pour répondre à votre question, ce qui est assez intéressant, et peut-être que ça fera une ouverture sur d'autres interventions, il y a des algorithmes qui sont développés par des entités publiques, puis il y a des algorithmes qui sont développés par des entités privées. Mais ça, il faut bien le distinguer. La loi pour la République numérique, qui date d'octobre 2016, qui a été portée par Axel Lemaire, permet d'avoir accès au fonctionnement des algorithmes publics. Donc, demain, si vous voulez contester ou demander comment fonctionne cet algorithme, c'est votre droit, tout comme l'algorithme APB est aujourd'hui interrogeable en ce sens. Et donc, si ça peut aider votre enfant, je ne sais pas dans quelle mesure, discutons-en, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez demain contester le fonctionnement d'un algorithme privé, je pense qu'il y avait eu un point là-dessus, c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'une entreprise privée, son business model repose souvent sur cet avantage compétitif qu'il a mis du temps à développer. Et donc, même si, par exemple, au titre du règlement européen sur les données personnelles, vous avez des articles, notamment l'article 14, si ça vous intéresse de manière détaillée, qui permet d'interroger le fonctionnement d'algorithmes prenant des décisions vous affectant juridiquement, il y a d'autres exceptions, notamment le considérant 63 de ce même texte, donc c'est un texte un peu technique, mais qui explique que lorsqu'il y a un secret professionnel ou un secret des affaires ou un droit de propriété intellectuelle qui peut être applicable à cet algorithme, la révélation ne coulerait pas de source. Parce qu'en réalité, si demain, et je vous donne un exemple qui illustre cette difficulté, vous dites à Google, donnez-moi le fonctionnement de votre algorithme privé qui fait les requêtes recherche. Tout le monde utilise Google, comme 90% des Français, à part ceux qui utilisent Quant, mais vous tapez tous les jours des résultats, comment je dois m'habiller aujourd'hui, puisque quelle météo il va faire, est-ce que la France a gagné le match de la Coupe du Monde contre le Pérou, enfin voilà, vous tapez vos requêtes. Si vous demandez à Google de publier le fonctionnement de cet algorithme, le problème c'est que l'algorithme devient accessible à tous et du coup vous pouvez modifier la façon dont l'information va demain surgir sur les écrans de chacun et donc vous pouvez faire de la manipulation d'informations, etc. Donc Google va vous opposer le fait qu'il y a un secret d'affaires ou un droit de propriété intellectuelle si on arrive à dire que le logiciel est protégeable en ce sens. Et donc il faut bien distinguer les algorithmes publics et privés pour conclure. Dans le cas de votre enfant en troisième, c'est accessible, ou en tout cas, vous pouvez interroger, voire contester, si vous avez les conditions requises par les textes, cet algorithme. Pour une entité privée, ça va être un peu plus compliqué. Pierre Delozin, vous vouliez préciser peut-être ou compléter la réponse de Madame Bonnemoulin? Non, enfin bon, en tout cas... Alors, apparemment, il y a un problème de micro. Il faut éteindre notre micro. Ah bah, allez-y. Voilà. Il y a plus, pour revenir sur la blockchain, ce qui me paraît, on voit de nombreux champs où ça peut se développer. Moi, je vous donne dans le domaine public, par exemple, je ne vois pas très bien la sécurité sociale, mais prenez par exemple le cadastre ou les notaires. Là, c'est un domaine où vous avez une multitude d'intervenants et vous pouvez parfaitement avoir une procédure de type blockchain qui remplace. Alors, ceci dit, l'exemple de l'algorithme pose la question à ce moment-là de l'auteur et du responsable de la manière dont le système de blockchain a été conçu. Parce que l'avantage, si j'ose dire, avec un algorithme classique, c'est que vous avez un responsable clair. Là, vous avez un responsable public clair et vous pouvez faire une loi disant il faut qu'il livre le fonctionnement de l'algorithme dans telle et telle condition. Tandis que dans le cas de la blockchain, il y a une certaine contradiction, en tout cas au premier degré, entre le caractère inviolable et le fait qu'il est construit d'une certaine manière pour livrer un certain service. Si par exemple, pour l'exemple que donnait Maître Badevant, vous avez quelque chose qui dit que vous êtes marié alors que vous n'êtes plus marié, mais c'est une autre chose qui le dit, qui n'a pas corrigé le premier, le service, il s'agit de rendre le service de savoir l'état civil d'un personnage,
le service suppose qu'on puisse corriger le premier blockchain pour pouvoir remplacer la mention mariée par non mariée. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Autrement dit, le service de l'inviolabilité, en supposant même qu'il soit parfait, ne risque d'être dangereux s'il n'est pas corrigé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut passer par-dessus l'inviolabilité. Ou alors il y aura un problème. Et donc ça, c'est à mon avis une des questions qui devra être explorée. Moi, je vois par exemple une autre application possible. On parlait du droit souverain, mais il y a l'intersouverain. On pourrait imaginer une blockchain des passeports et des visas. Ça serait assez dans la logique de la blockchain. Évidemment, ça suppose aussi, à ce moment-là, de savoir qui est en charge internationalement du fait que ça reste raisonnablement neutre. Encore peut-être Monsieur là-bas. Oh, ben là. Alors allez-y. Bah, prenez le micro, vous avez la chance d'avoir des micros devant vous. Alors, normalement, ça marche. Allez. Ok. Juste pour information, en Estonie, on conserve les dossiers médicaux des citoyens sur la blockchain. Et ben voilà, cette précision importante. L'Estonie, souvent en avance par rapport à d'autres pays en la matière de digital. Alors, dans l'ordre, tenez, le monsieur avec la chemise blanche, et on reviendra vous voir, monsieur, juste après. Voilà. Oui, j'aurais une question pour Madame Baudemoulin. Vous avez évoqué rapidement un projet de tokenisation des monnaies fiat. J'ai vu dans une étude où on commence à parler en effet de Central Bank Digital Currency. Je voulais savoir, il y a des projets apparemment au Canada, ou des études au Canada, à Singapour. Je voulais savoir s'il y avait une étude également en cours au sein du système européen de banque centrale. Oui, il y a des réflexions qui sont en cours au sein du système européen de banque centrale, avec la BCE, avec laquelle la Banque de France, j'y suis pas, enfin moi je suis côté ACPR, mais la Banque de France travaille sur le sujet, réfléchit sur le sujet aussi, pour voir les enjeux, les risques et les opportunités d'une monnaie digitale banque centrale, parce qu'il y a à la fois des opportunités, certainement en termes de réduction de coûts, de vol physique, etc., mais il y a certainement des risques, notamment cyber, par exemple. Donc voilà. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. En fait, c'était juste pour pouvoir compléter ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sur le sujet blockchain, c'est qu'effectivement, les termes Bitcoin, blockchain et système distribué, enfin distributed ledger, ne sont pas du tout synonymes. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin pour tous ceux qui travaillent un peu sur le sujet blockchain, le Bitcoin a fait énormément de mal au système distribué. Et j'aimerais bien que vous en parliez un peu, parce qu'aujourd'hui, les systèmes distribués peuvent permettre des choses extraordinaires. L'Estonie en est un exemple très concret, puisqu'aujourd'hui, ils ont 99% de leurs services administratifs accessibles via cette technologie. Donc c'est absolument extraordinaire et c'est réel. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le domaine du rêve, ce n'est pas pour dans 30 ans, c'est déjà effectif aujourd'hui. Et le mot final que je voudrais évoquer, c'est qu'il faudrait absolument que les journalistes sortent dans les jours à venir des grands articles pour expliquer que les systèmes distribués, ce ne sont pas uniquement des blockchains et les blockchains ne sont pas uniquement le Bitcoin. Voilà. Je pense que votre point est extrêmement important et je vous remercie de le soulever. En fait, en réalité, le plus gros risque aujourd'hui, ce serait un risque de caricature de ces évolutions technologiques, ce qui renvoie à un double déficit qui a des raisons, qui peut s'expliquer mais qui ne devrait pas se justifier à terme. C'est un déficit d'éducation de la société civile, nous tous concernés, puis des décisionnels. Et pourquoi c'est particulièrement important et pourquoi je pense également que les journalistes ont un rôle décisif à jouer là-dedans, c'est que si par des références imprécises, par un manque de temps ou par des confusions sur notamment des études qui ne seraient pas chiffrées ou non datées, on commence à instiller une approche qui soit, et ça s'est déjà vu à plusieurs reprises dans d'autres domaines, technosceptique, c'est-à-dire une approche qui considère ou techno-optimiste, hein, ça va dans les deux sens, mais c'est des caricatures qui sont asymétriques et qui consistent à dire que les technologies vont amplifier tous les maux de la société. On entend beaucoup du fait, et c'est pour ça que je n'ai juste tempéré sur le blanchiment. On entend toujours dire, par exemple, que telle technologie va amplifier certains crimes, alors que, comme il a été très clairement rappelé, les usages humains, le progrès économique, comme disait Kant, n'implique pas forcément le progrès des mœurs. Et donc, l'homme, les hommes et les femmes sont tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été. Et la technologie n'est qu'un outil. Donc, c'est à nous de nous outiller convenablement et de faire de
de l'éducation sur ces sujets pour pas qu'il y ait de confusion et pour pas que par peur ou par paresse, on ne puisse plus avancer et qu'on ne sous-estime pas les risques, mais pour autant qu'on ne les mette pas sous une loupe qui les rendrait à la réalité de manière complètement déformée. Mais au-delà des mœurs, au-delà de l'éducation, qu'est-ce qui fait que la France n'est pas l'Estonie? Alors, vous parlez de géopolitique, je pense qu'il faudrait en fait un spécialiste des relations internationales pour vous montrer les coulisses des relations géopolitiques entre la Russie, l'Estonie et les États-Unis, à quel point c'est un territoire d'expérimentation, je pense que certains pourraient dire pour le meilleur et pour le pire, parce qu'en réalité, c'est pas si grandiose que ce qu'on peut parfois également le présenter. Il y a effectivement de la e-residency qui est très importante, mais encore une fois, c'est des observations, je ne suis pas spécialiste de ce sujet en particulier, mais il y a beaucoup, par exemple, de personnes qui vont vous expliquer qu'en termes de sécurité informatique, ces services sont aussi une forme d'argument marketing de façade. Il y a des choses qui sont peut-être disruptives, mais il faut peut-être aussi creuser plus loin. Donc ça, j'en remets à la sagesse de chacun et je ne vais pas commenter quelque chose sur lequel je ne suis pas particulièrement expert. Bon, est-ce qu'il y a encore... Monsieur, ça sera peut-être la dernière question, je ne sais pas, moi qu'il y en ait d'autres, mais... Pierre-Henri Cassou, je suis un ancien régulateur et aussi un consultant comme d'autres. Je suis aussi quelqu'un qui est assez sensible à la dimension européenne d'un certain nombre de projets. Et j'ai été surpris dans toutes ces interventions et dans toutes ces discussions de ne pas entendre jamais prononcer le mot Europe ou projet européen. Je croyais que nous avions une monnaie unique, je croyais encore que l'on avait un projet d'union des marchés de capitaux, je croyais encore que on pouvait profiter de ce qu'il y a des innovations pour justement les faire germer au niveau européen. Alors j'ai entendu parler de sandbox, ça je sais que c'est anglais, mais enfin il quitte l'Europe, donc la question est réglée. Mais en écoutant Madame Maud Moulin, je n'ai pas entendu qu'il y ait l'équivalent d'un service fintech au niveau du MSU, ça m'aurait fait plaisir. Je n'ai pas entendu dans les propos de mon ami Pierre Delozin d'indications selon lesquelles les projets auxquels il a fait allusion de construction d'équivalents de marché de capitaux soient conçus avec un effet pan-européen. Lorsque j'entends Maître Padevant, je n'ai pas entendu qu'il propose ou qu'il suggère qu'il y ait des concepts harmonisés au niveau européen. Alors, bon, moi, je suis très bien, je suis français, d'accord, très bien, mais quand je vois ce que peuvent être les destinées de mes petits-enfants, je crains que quand même leur activité ne soit pas exclusivement parisienne, ni même hexagonale. Alors, que fait-on pour faire en sorte que le système blockchain, par exemple, qui, à mon avis, n'a rien de spécifiquement hexagonal, à ma connaissance, je ne crois pas que ce soit un brevet français, que fait-on pour que justement ces développements liés à la blockchain ou à d'autres évolutions technologiques soient intantinés, harmonisés, pour ne pas dire concertés, au niveau au moins de la zone euro? Alors comment rassurer ce monsieur? Madame Maud-Moulin et ensuite Maître Badevant. Alors, je commence juste par dire qu'on a cité des textes européens, la seconde directive sur les services de paiement, le règlement EIDAS, le règlement GDPR, donc tout ça, protection des données personnelles, c'est un corpus de règles européen et qui vise justement à harmoniser les pratiques en Europe et pas que celles des établissements financiers d'ailleurs. Sinon, sur les sujets donc du mécanisme de supervision unique qui est finalement cette organisation européenne qui vise à superviser les groupes bancaires les plus significatifs, en effet, il y a une task force qui travaille sur le sujet fintech, mais il faut comprendre que l'agrément en tant qu'établissement de crédit, en tant que banque, en fait, qui est le plus gros agrément qu'on peut délivrer dans les services financiers, et pas si souvent que ça demandé par les fintech. Elles commencent plus petits, par des agréments d'établissement de paiement ou de monnaie électronique, qui ne sont pas délivrés par la Banque centrale européenne, mais par les autorités nationales.
sous un cadre européen. Donc c'est pour ça que le MSU regarde les sujets FinTech, a agréé, comme je l'ai dit tout à l'heure, N26 par exemple comme acteur bancaire européen, mais il n'y en a pas encore tant que ça parce que ça suppose que la FinTech a pris en taille. Sur la blockchain, donc il y a eu une consultation en mai 2016 de la Commission européenne sur les sujets FinTech qui était extrêmement large, à laquelle la Banque de France et la CPR ont répondu en 10 propositions que je vous engage à lire sur le site ACPR FinTech Innovation. Et suite à ces travaux, la Commission européenne a mis en place un observatoire européen sur la blockchain auquel on participe, donc pour réfléchir, voir les cas d'usage dans les différents secteurs d'activité. Et il y a eu aussi d'autres propositions comme celle relative à un cadre européen sur les plateformes de crowdfunding qui aujourd'hui un cadre pris pays par pays et qui donc n'ouvre pas droit au passeport européen par exemple. Donc il y a bien des travaux européens, bien évidemment, sur ces sujets. Pierre Delozin. Oui, dans le domaine des marchés financiers, on est passé d'une situation il y a 20 ans où la réglementation ou la législation était exclusivement nationale à un stade où elle est quasiment exclusive, pour les marchés de gros, j'entends, quasiment exclusivement européenne. Et cela a une différence radicale avec la banque de détail. Pour la banque de détail, ton observation serait éventuellement appropriée dans la mesure où les marchés de banque de détail sont très hétérogènes et donc il n'est pas facile au niveau européen d'avoir un apport compte tenu de la diversité des terrains. Pour les marchés, pour la banque de gros, la BFI ou le marché financier, en revanche, le cadre est européen et je dirais presque c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile d'avoir quelque chose de réellement innovateur sur le plan législatif au niveau national, parce que c'est inscrit dans un cadre qui est très très largement européen. Alors ce qui manque par rapport aux discussions qu'on a eues, c'est une réflexion sur les marchés et la finalité des marchés. Ça manque au niveau européen, mais ça manque aussi au niveau national. Il y a probablement plus de réflexions là-dessus aux États-Unis, mais ce n'est pas parce qu'il y aurait une question sur le niveau. S'il y avait quelque chose, sauf révolution, ça serait forcément au niveau européen. Donc si quelque chose débouche sur du très substantiel, c'est au niveau européen. Où on s'est préoccupé, par exemple, beaucoup de la concurrence entre les bourses, pas beaucoup de la surpuissance d'un certain nombre de grands acteurs, il faut bien le dire, et pas beaucoup non plus de la signification de la fragmentation relative du marché que ça induit. Alors les développements technologiques dont on parle pourraient être aussi des instruments de défragmentation. Comme on dit, ça ne va pas nécessairement dans le sens du monopolisme, ça pourrait aussi aller dans le sens de la défragmentation en reconstituant un marché plus ouvert et plus transparent. Mais là, tel qu'on est aujourd'hui, si jamais ça débouchait, ça pourrait par exemple déboucher intellectuellement purement en France, mais ça ne pourrait pas déboucher législativement purement en France, ou alors il faudrait que l'Europe change complètement de physionomie. On va terminer avec vous, Adrien Badevant, avant de de rejoindre le cocktail. Votre intervention piquante a le mérite de réveiller. Elle invite à une réponse, si ce n'est une joute. Et en tant qu'avocat, moi, je vous dirais qu'effectivement, on n'a pas attendu cette question pour parler des textes européens. En matière de blockchain, vous avez raison de rappeler que c'est un réflexe qu'on devrait avoir, notamment pour aujourd'hui le cadre financier réglementaire applicable aux ICO. Il y a une très bonne approche de l'AMF, mais l'alignement européen va tarder à suivre. Et donc, du coup, quand vous aurez un très beau projet français, il aura du mal à s'exporter dans le marché intérieur. Et là-dessus, vous avez complètement raison, c'est un réflexe que le régulateur doit avoir en tête. C'est un réflexe que le régulateur a d'ailleurs eu en tête pour le règlement européen, le RGPD, sur les données personnelles, dont on a parlé à plusieurs reprises. Et donc, je vous invite, notamment si une approche européenne vous est chère, à continuer à en discuter ensemble par la suite. Dans le livre « L'Empire des données », qui est un essai sur la société, les algorithmes et la loi que j'ai écrit il y a 2 mois, je plaide véritablement pour une approche européenne. Je pense que le RGPD, la protection des données, si elle ne se faisait pas au niveau de l'échelle européenne, ne pourrait pas se faire en Europe. Et plus que ça, ça devient un outil de soft power. Le RGPD va se polliniser. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. C'est-à-dire que, et je prends cet exemple, l'analogie, vous pourrez la faire dans la blockchain par la suite, mais c'est-à-dire que la collecte éthique des données et un cadre réglementaire qui soit contraignant et protecteur des libertés individuelles tout en permettant la circulation de ces données est décisif. Demain, la question va savoir si d'autres juridictions en dehors de l'espace de l'Union européenne vont l'appliquer et voir d'autres entreprises. Et je finirai là-dessus. Vous avez Facebook
avec Cambridge Analytica qui vous explique qu'ils ne vont pas appliquer le RGPD. Vous avez d'autres entreprises comme Microsoft qui vous expliquent que le règlement européen sur les données à caractère personnel sera un standard applicable dans tous les pays du monde. Voilà. L'empire des données, c'est sur la société, les algorithmes et la loi. Il pourra vous le dédicacer tout à l'heure. Adrien Badevant, qui est avocat associé dans le cabinet Lysia Partners. Merci également à Tan Long Win, fondateur directeur général de QuantCube, donc une start-up spécialisée en intelligence artificielle pour tout ce qui est prévision macroéconomique. Nathalie Beaudemoulin, coordinatrice du pôle FinTech à l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, et puis Pierre Delozin, donc organisateur avec la Revue Banque, donc de ce forum des auteurs. Il est délégué général de la MAFI.